d'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à un autre épisode de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. C'est lui. Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec Diaporama sur YouTube. Notre invité pour le premier épisode de notre 8e saison est Manon Lascelles. Oui, organisatrice et joueuse étoile à la Ligue d'improvisation de la péninsule acadienne, la LIPA, dans les années 80, où elle a participé au recrutement de futures vedettes comme Robert Gauvin, Marc Degrasse, j'en passe. Manon Lascelles faisait partie de cette première gang au Nouveau-Brunswick qui a voulu imiter la LNI et inviter Robert Gravel et ses collègues en Acadie pour lui enseigner les bases du jeu. Après plusieurs années de jeu où elle remportait plus souvent qu'à son tour les premières étoiles, elle se tourne vers l'arbitrage pour renforcer ce poste dans la région et suit une formation avec Yvan Ponton pour se préparer. Elle arbitre à la toute première Coupe universitaire en 1987 et se voit même offrir la finale. Par la suite, Manon se voit souvent dans le rôle de formatrice, donnant des conseils et des ateliers aux vétérans comme aux recrues, universitaires comme secondaires, à travers les années 90, et ce, dans plusieurs coins de la province. Aujourd'hui, elle est auteure, compositeur, interprète, conteuse et illustratrice et habitante des Îles-de-la-Madeleine. Manon Lascelles, bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci d'être ici. On parlera avec Manon de sa carrière et sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, de l'importance de participer à des tournois. Et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions que nous utiliserons tout au long de l'émission. Donc, on se lance. Manon Lascelles, c'est une traite pour nous d'avoir quelqu'un qui était là aux origines de l'impro dans la province, vraiment. Comment ça commence pour toi? Comment est-ce qu'on devient conscient que l'improvisation compétitive existe? Ben, tu sais, nous autres à l'époque, là, on voyait la LNI et la télé, on était des jeunes adultes quand même, tu sais, on travaillait, on était déjà rendus là. Mais tu sais, nous autres, l'improvisation, c'était le bout du monde, tu sais, on allait se visiter nous autres mêmes, on a tellement pris ça au sérieux. Tu sais, on avait des entraîneurs, on répétait des fois 2 fois par semaine, on se rendait à des tournois. Tu sais, on était vraiment dans la grande entreprise, non seulement de jouer, mais on y croyait, nous autres. On savait que l'Acadie pouvait être sur la map. On comprenait très bien que l'improvisation, c'était fait pour unir. C'était pas fait pour comparer, tu sais. C'était pas... on avait notre place, puis dans la péninsule, là, il y avait des équipes à Tracadie, à Shippagan, à Neguac, tu sais, quand même, là. On était nombreux, puis on faisait notre place, puis... L'Université de Moncton, le campus de Shippagan, c'était le cœur de toute cette entreprise-là parce que c'était oui tout le temps. Tu sais, on voulait des locaux, c'était oui. On avait besoin de promotion, c'était oui. Tu sais, il était là. Si l'université n'avait pas été là, ça aurait été plus compliqué. Mais du spectateur à aller jusqu'aux claques. Là. On lançait des claques à l'époque, là. Oui. À ce temps, c'est plus sophistiqué peut-être, c'est des pantoufles en Fantex, je ne sais trop. C'est même rien? Ah non, on recevait des claques, nous autres, ça, en ligne pas, là. En ligne, toi, ton histoire est pas cool, c'est pas... oh non, c'était quelque chose. Mais même les entrepreneurs, tu sais, à Caraquette, on jouait à la Chaloupe, on jouait dans les clubs au Bel Air, à Tracadie. Le monde nous appelait, tu sais, pour qu'on aille jouer là parce qu'on faisait salle compte tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on a parlé un peu avec Marc Degrasse un moment donné dans une couple de saisons passées, puis la façon qu'il en parlait, la LIPA, la Ligue d'improvisation de la péninsule acadienne, c'était gros, ça se promenait, et on se souvient de gros joueurs qui sortent de là aussi. Oui, là, t'as nommé Marc. Marc, c'était, et ça doit être encore comme ça aujourd'hui, il était son égal au jeu. Tu sais, il était généreux, il était drôle, il était raffiné, il était intelligent, puis il portait beaucoup le premier joueur, tu sais. Puis on avait des joueurs vedettes, par exemple, dans les jeunes, il y avait Marianne Goupy, cette espèce de flamboyante jeune fille de Shippagan. Elle était extraordinaire. Robert Gauvin, il était... comment dire, on dirait qu'il commençait à écrire, tu sais, il commençait à faire de l'oralité. Il écrivait déjà, fait que Marc va se placer en dessous de Robert, puis Robert, lui, ramassait l'étoile. Ça, l'air de rien.
sais, Mars, c'était vraiment fascinant, mais il y en avait, écoute, il y en avait Hugues Paulin, quel amour de joueur, quelle gentillesse, puis les gars de Paquetteville aussi, là, dont je me rappelle, c'est de valeur, je me rappelle pas des noms, mais en tout cas, il y avait, ça c'était les jeunes. Mais parmi les vieux, là, t'avais des Christiane Saint-Pierre, là, attention, hein. Christiane Saint-Pierre, qui était d'une grandeur d'âme, ben elle était écrivaine, ça fait qu'elle pouvait y aller en écriture. Puis c'est sûr qu'il y avait Jean-Claude Doiron. Je sais pas si vous avez eu la chance de rencontrer cet être formidable. Je sais pas s'il est encore au village historique acadien, mais c'est un grand interprète, mais c'est quelqu'un de grand, d'immense. Puis lui, quand il jouait de l'improvisation, c'est comme si lui, tout ce que ça prend pour faire de l'impro, il l'avait. En termes de recrutement, comment la LIPA s'y est pris? Parce que vous êtes allé chercher des artistes dans la région, des jeunes qui étaient encore... Est-ce qu'il y avait des jeunes là-dedans qui étaient encore même au secondaire? Ouais, ben, tu sais, au début, c'était des amis, hein. Tu sais, c'est un ami qui accroche un autre ami, puis un autre qui dit, oh, tu vois, un petit peu la fierté de la place, là. Tu sais, le Tracadie, on a 2 joueurs, il allait en chercher d'autres. Néguac, il y avait Jacques Cool de Néguac. C'était un professeur en chimie ou en biologie. Jacques, il portait bien son nom, il était super cool. Lui, il recrutait, tu sais. C'était d'abord les amis, tu sais. On a joué entre jeunes adultes, si tu veux. On était des parents, on était... Moi, ma fille, Marie-Joëlle Bergeron, elle suivait, là. Elle était mini, elle. Elle a suivi tous les matchs d'impro. Elle était toute petite dans son siège, puis elle dérangeait rien, là. Mais à force, nous autres, on aimait tellement jouer de l'improvisation, puis on se rendait compte que c'était plus qu'un jeu, tu sais, c'était une école. Tu sais, on devient de beaux êtres humains quand on fait de l'impro. On reconnaît les gens qui font de l'impro par leur grandeur d'âme, par leur sens de l'écoute, par leur réplique. Puis c'est pas toujours juste drôle, l'improvisation. C'est d'aller chercher une ligne dramatique, c'est d'aller chercher l'intelligence émotionnelle, c'est d'aller mettre en route un jeu en faisant confiance que les autres vont suivre, parce que c'est toute une école, là. Ça nous suit encore. Tu sais, je veux dire, même à mon âge, moi, j'ai été à l'université et j'ai fait de l'impro. Ça fait encore partie de ton identité, là. Oh, mais c'est clair. Puis tu sais, ça aurait été la plus grande école du savoir-être. Parce que tu sais, il y a quelque chose que j'ai jamais oublié de l'improvisation. Tantôt, t'as dit que j'étais une joueuse étoile, puis c'est vrai. Moi, j'ai ramassé les premières étoiles à tous les matchs. J'étais bonne, j'étais cool, j'étais drôle, j'étais de toutes les soirées, j'étais attendue. On m'applaudissait dès que j'avais le pied sur la glace. J'étais la vedette. Jusqu'au jour où, à la polyvalente WA Lausier, on a un match. Je suis en feu, OK? J'ai eu des applaudissements, des standing ovations, j'ai tout eu, mais pas d'étoiles. Pas d'étoiles. Puis ça, c'est les jeunes de la polyvalente qui étaient juges ce soir-là. Tu sais, je veux dire, tu ramasses une claque invisible. Là, tu te dis, il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais j'adorais ces jeunes-là. Fait que dans la loge, on m'a demandé Eric Butler, cet homme adorable, me dit, à l'aube de ses 16 ans, Manon, aimerais-tu savoir pourquoi est-ce que t'as pas d'étoile? Mais je dis oui, j'aimerais ça savoir. Mais il dit, c'est sûr que t'as toujours une étoile, t'es toujours sur la glace. OK. Tu sais, quand l'intelligence sort de la bouche d'un ado, c'est fatigant. Mais, tu sais, j'ai compris que c'était normal, que j'étais peut-être pas si bonne que ça, finalement. J'étais peut-être super rapide à embarquer, mais tu sais, quand le caucus se fait, là, c'est pas normal de toujours avoir le pied sur la glace. C'est pas un bon joueur qui se comporte comme ça. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve toujours intéressant, que c'est souvent des jeunes qui vont venir poser des questions, te faire des remarques, qui vont vraiment changer ta perspective sur le jeu, puis sur toi-même, ton jeu personnel. C'est vraiment beau comment est-ce que cette dynamique-là en improvisation, que des générations s'impactent d'un sens et de l'autre. Ouais, puis je pense souvent à Eric. C'est fou, l'improvisation, ça laisse des marques, tu sais, pas trop prendre de place dans la vie, tu sais, prendre sa juste place. Eric Butler, c'était pas le Dalai Lama de Paquetteville. On s'entend. Mais n'empêche que de sa sagesse d'adolescent. Puis il me l'a dit avec amour, là, parce que, comme tu dis, Isabelle, on était là pour jouer, pas pour moi, je suis un adulte, toi, t'es un jeune, va te montrer comment faire. Ou même les gens n'étaient pas après faire de grosses protestations. Nous sommes des rebelles et nous ne voulons pas vous ressembler, bande d'adultes. C'était pas ça. Ils voulaient juste jouer, eux autres. Ils voulaient juste donner des étoiles. Manon, on t'aime, t'es super bonne, t'es la meilleure, mais t'es tout le temps sur le jeu. Tout le monde était là. C'était pas privé, ça, là. Non, c'était pas privé, puis c'était une note qui donnait à l'ensemble des joueurs. Jouez, OK? Jouez, tout le monde jouez. Arrêtez de la pousser, elle, parce que vous avez peur. Arrêtez de vous fier sur elle. Tu sais, ça allait dans tous les sens. Même Luc Leblanc.
petit phénomène que j'ai rencontré aussi. Ça me touche quand je regarde la télévision, là, puis qu'ils sont là à la télé, là, dans leurs émissions qu'ils ont écrit. Moi, ça me touche, là, ça vient me chercher parce que je sais pas jusqu'à où l'improvisation a pas marqué le cœur de ces garçons-là. Je pense que c'est évident quand on regarde quelque chose comme les Newbies que tout ce monde-là sont en train de tirer de leurs expériences directes. C'est devenu, à quelque part, dans Péninsule, certainement, comme une machine à produire des artistes, des gens qui allaient après ça devenir, je dis comédien, là, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être enseignant, ça peut être n'importe qui a utilisé ces outils-là après ça dans leur vie. Oui, parce que, tu sais, le public aussi, là, une des raisons de notre grand succès, parce que ça a duré, puis ça a duré, mais c'est parce que le public était là. Mais le public était pas là juste pour payer son entrée puis de prendre une bière en attendant, là. Oh que non, on en mangeait des claques, là, par la tête. Puis on avait des standing ovations. Puis on se le faisait dire, tu sais, comment ça se fait que t'es pas venu au match la semaine passée? Puis on avait une relation avec le public. C'était quelque chose, là. Il y avait quand même cette espèce de connivence-là entre tout le monde. C'était ça, en tout cas, la magie de ça. On était tricotés serrés. Imaginez-vous les jeunes qui arrivaient, là. Puis souvent, ce qu'on n'a pas dit dans les journaux, c'est que des fois, on rencontrait des jeunes un peu perturbateurs, qui fitaient pas nulle part à l'école, qui étaient un peu à côté de la marge parce que il était beau, il était fort, il était grand, mais il se comprenait plus, puis il se contenait pas non plus. Ben, on les amenait jouer. Parce que là, quand t'es rendu, là, quand tu fais là, ce que tu veux à l'école, puis tu t'exprimes comme tu veux, c'est une chose. Mais quand t'es sur la glace, t'apprends à jouer avec les autres. Fait que tes petites farces plates, ces styles d'intimidation que tu veux être comique, là, ben, c'est plus drôle à l'improvisation. Tu sais, ça nous amène cette espèce de structure-là du beau. Tu sais, de la beauté comme loi. Ton histoire peut être triste, ça peut être drôle, elle peut aller nulle part, le public la finira comme il voudra. Puis le temps qui compresse, là, il faut que tu l'aies ton horloge biologique. L'arbitre a collé en 2 minutes. Comme c'est punch pas à 1 minute 32, là. Tu vas trouver le temps long. Fait que tu sais, on amenait des gens comme ça qui, sous couvert on les amenait des fois comme juge de ligne, comme joueur, pour leur dire toi aussi tu mérites du bonheur. Tu sais pas comment te comporter, nous autres non plus, mais on s'entraide, tu sais, on a une vie, nous autres, sur la glace. Hey, c'était intense, nous autres, c'était la communauté. Évidemment, moi, j'arrive un peu plus tard, si on veut, ou en même temps, mais plus jeune. En tout cas, je sais pas dans cette ligue-là. Mais c'était comme ça pour longtemps parce que il y a beaucoup des joueurs qui ont joué dans l'IPA, qui nous ont suivis, qui ont arrivé à l'université puis qui ont établi cette sorte de tradition-là ou philosophie de jeu-là où cette intensité-là restait. J'ai une question à propos de le fait que vous avez amené des gens de la LNI pour montrer comment ça marche ou en tout cas donner des ateliers, quoi que ce soit. Je me demande à quel moment ça survient. Est-ce que la LIPA était déjà en marche? Si oui, comment est-ce que ça a changé les choses d'avoir cette expertise-là qui arrive? L'Université de Moncton, campus de Shippagan, merci beaucoup. Quand ils ont vu, eux autres, là, qu'on y allait, là, on faisait des demandes. Mais eux autres, ils nous disaient souvent oui. C'est sûr qu'on s'est organisé, nous autres, dans nos postes qu'on avait. Puis nous autres, on jouait déjà. Mais eux autres aussi, ils ont fini par voir qu'on existait. Fait qu'ils ont dit, si vous voulez aller plus loin, on va aller vous coacher. Puis quand ils sont venus, là, peux-tu vous dire qu'on n'a pas eu de complexe? On n'a pas eu de complexe. C'était des êtres extrêmement généreux qui étaient là pour le jeu. Ça fait que lui, Robert Gravel, je veux dire, c'était juste une boule d'amour. C'était une boule d'amour. Puis l'arbitre aussi, il était super cool. Sylvie Potvin aussi était venue. Ah oui. Sylvie, c'était une générosité sans bon. Mais il faut voir aussi que nous autres, on répétait, hein. On se présentait pas juste au match 2 heures à l'avance, là. On avait des répétitions, puis c'était des mimés, puis des chantés, puis on pouvait passer des soirées là à faire une chantée avec... c'était dur, tu sais, des fois, on sortait des pratiques en pleurant, là. C'était dur. On avait un coach, hein. Carole Saint-Cyr nous avait coaché. Wow. Ouais. Fait qu'elle, femme de théâtre, elle nous avait fait pratiquer et le souffle. Non, mais on était déjà frappés de la rigueur du joueur. Fait que quand eux autres arrivaient, ils voyaient déjà qu'on était rigoureux. Puis quand ils nous disaient improvisation, tu vas me faire ça, tac, tac. Et nous autres, on partait, là. Puis quand ils nous donnaient ces lignes, là, c'était pour qu'on comprenne comment est-ce qu'on s'était répandu, là. C'est comme, ramasse-toi. T'as-tu regardé ton joueur? Parce qu'il faut pas oublier, nous autres, là, le public en péninsule acadienne, il était pas intransigeant, mais il aimait l'impro. Puis à un moment donné, je me rappellerai tout le temps de ça. Robert Gauvin, si tu m'en veux, je t'aime. Mais
Robert était jeune, tu sais, secondaire 4, je sais plus trop. Puis là, maladroitement, on joue, moi puis lui, puis il y avait quelqu'un d'autre. Ben, il nous tue, lui, tiens. Bon, pow, pow. C'est-tu celui-là où il a tué le soleil, là? C'est-tu cette impro-là? Ben, il était tout seul à jouer. On est mort et le public n'a pas réagi. Ça a été, là, l'indifférence la plus totale. Genre, si tu sais pas jouer, là, ben, va t'asseoir. Tu sais, c'était rough de même, mais c'était pas grave. Il a rembarqué après, mais je me rappellerai de l'avoir vu, ça fait, Oh non. Personne ne voulait jouer avec lui, il tuait tout le monde, lui, que je sais. C'était de la belle jeunesse, c'était pas... Mais le public, est-ce que c'était un processus pour les apprendre qu'est-ce que c'était de l'impro ou en général c'était bien connu assez que... De un, il trouvait que nos soirées étaient divertissantes. Il venait nous voir parce que on était vraiment super rigoureux. Tu sais, il y avait pas beaucoup de place à des soirées ratées, même des improvisations ratées. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup eu. C'est sûr que même des fois, c'était super raté, là. On l'avait manqué, on l'a échappé. Mais des soirées, oh non, il y avait tout le temps quelque chose d'extraordinaire. Mais on jouait jamais dans l'humour. On a appris vite que le sens du punch, il était comme plus dur à avoir que le sens dramatique. Quand tu veux accrocher le cœur des gens à une histoire d'une petite poulette qui s'est sauvée d'un enclos, comprends-tu? Puis qui rencontre un loup sur son chemin, ben c'est pas juste de faire des jokes plates, puis de puncher, puis de faire ta joke 2 fois ou 3 dans la même soirée. On avait compris que ça, c'était pour les joueurs les plus faibles. Ok, mais un standard vraiment rigoureux pour... Attention, tout on y allait, hein? Tout on y allait pour le jeu, Ah ouais, c'est des souvenirs incroyables. C'est le plaisir que vous me faites de m'inviter aujourd'hui pour dire à quel point je dis merci. Merci la vie. Comme dans Astérix, merci la vie. Est-ce que c'est ça le genre de joueuse que tu étais? Qui faisait de la construction davantage que du punch ou finalement? Moi, je faisais pas de punch. Ah non, parce que moi, j'ai su que faire des punchs, des petites jokes, là, puis de juste comme prendre le mot de quelqu'un puis de le puncher, c'était les qualités les plus faibles d'un joueur. Moi, je construisais. Toi, punch si tu veux, mais moi, je veux construire. Je dis pas que j'étais pas drôle, mais je cherchais pas à être drôle. Je cherchais à émouvoir surtout, fait que ça pouvait passer du fou rire au fait que le bonheur aussi, c'était, tu sais, entre les joueurs, là, c'était de savoir lequel de la gang va décrocher, qui va avoir un fou rire à mauvaise place, juste par le silence, par le corps physique. Jean-Claude Doiron, là, lui, il était quelqu'un, là. Lui, là, s'il embarquait sa glace, là, je pense que tous les autres joueurs voulaient y aller. Parce que c'était un joueur formidable. Lui, c'est comme un ours. Il prenait tout le monde dans ses bras, dans son jeu. Il faisait attention à tout le monde. Puis il était drôle, mais intelligent. Ça, Fait que c'est sûr qu'il y en a que, je me rappelle pas s'il y en a qui punchaient juste pour puncher. Parce qu'il y aurait vraiment une claque, c'est sûr. Parce que quand ça débarque là, du dernier siège en arrière d'une polyvalente de l'auditorium, tu sais, ou les joueurs, ou même quand on finissait de jouer, le public il venait nous dire, hein, oui, là, c'est plate, t'as pas donné de place à un tel, t'as pris trop de place. Tu sais, t'es comme une famille, là, puis on se commentait tout ça, puis il y avait pas d'ego. En tout cas, ça, je peux vous dire, gagner, perdre, ça, c'était pas un problème. Ça dérangeait rien du tout qu'une équipe perde, ou que l'autre gagne, peu importe comment est-ce qu'on dit ça, ça faisait rien du tout. Et qu'est-ce qui t'a poussé à changer de cap puis devenir arbitre? À un moment donné, ça prenait de la rigueur. Tu sais, c'est parce que là, on avait du fun. Puis il y avait la personne qui arbitrait, elle, c'était pour rendre service. Fait qu'à un moment donné, elle a levé la main et elle a dit moi, là, je suis pas une artiste, j'aime pas ça, je le fais pour vous rendre service, mais je suis allé tout de suite parce que j'aimais le jeu. Puis je considérais que l'arbitrage, c'était une autre affaire. C'était une autre affaire. Il fallait que je développe une vision du jeu, puis que je pouvais c'était pas facile, devenir maître du jeu tout en étant invisible. Parce que moi, j'aurais jamais voulu que quelqu'un applaudisse l'arbitre, ni que personne ne me félicite. C'était non, tu sais. Moi, je suis là, faut que le jeu se fasse. De pas comme sortir des joueurs, là, mais tu sais, être dans ma bulle, là. 3e punition, sort. Blabla, sort de la salle. J'incarnais l'espèce d'autorité suprême de quelqu'un qui devait être inutile. Juste comme bien m'assurer que tout le monde joue de façon intelligente. Puis de pousser les limites aussi, parce que à l'époque, si j'écrivais des thèmes, des catégories, j'avais aucune attente, mais si c'était de mimer puis tu faisais des sons, mimer sans son, c'est parce que
C'était pour l'amour du jeu, pour que ça poursuive. Puis à un moment donné, j'ai arrêté d'arbitrer. L'envers de la médaille est arrivé. Organisez-vous. Je suis rendu trop vieille. Faites vos affaires. Puis un gars que j'ai aimé de tout mon cœur, Frédéric Mallet. Frédéric m'appelle. Manon, on a un tournoi provincial à Caraquette. Vas-tu venir arbitrer pendant toute la fin de semaine? Non. 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 Je travaille, j'ai une vie, j'ai des enfants, ça fait longtemps que je veux plus arbitrer, tu le sais. Et là, le bip garde silence, il dit pas un mot. Puis quand j'ai attendu qu'il reprenne la parole, puis il m'a dit, Manon, tu nous as amenés au jeu. Tu es venu nous recruter dans chacune de nos polyvalentes. Tu nous as montré à jouer. On t'a suivi comme joueuse, on t'a suivi comme arbitre. Puis là, tu nous laisses tomber. Oh mon Dieu. Si, là, ouais. Fait que j'ai dit, OK, c'est correct, le chantage, je vais y aller. Et Frédéric m'a fait un grand cadeau parce que c'est vrai que j'avais pas le droit de lâcher sans que les jeunes me disent bye. Tu sais, c'était toute une carrière être joueuse, tu sais, être arbitre. Fait que j'ai été arbitré pour Fred, puis le premier match que les jeunes de la polyvalente ont joué, les spectateurs de la péninsule acadienne avaient rempli la salle. Ils se souvenaient, là. Ils se souvenaient, avaient arbitré. Ça fait là, ils ont pas lâché le tournoi après ça. Là, c'était pas pour... Le premier match, là, Christiane Saint-Pierre, pour la nommer, m'a dit, on est venu parce qu'on a su que t'arbitrais. On s'ennuie de ça, de ta façon d'être sur la glace. Puis ça aussi, l'arbitrage, ça suit toute sa vie. Là. Tu sais, ça m'a suivi toute ma vie là, d'être concise. Là. Si j'amène une question de Cléo Allard, qui nous a envoyé à l'avance, à part de la transition de joueuse vers arbitre, y a-tu un morceau de ton jeu qui fait partie de ton arbitre? Comment tu t'es réinventé, dans le fond? On dirait que je me suis éteinte comme joueuse, puis je me suis rallumée comme arbitre. Ah ouais, c'était deux personnalités différentes. Ouais. Ben oui, parce que imagine-toi, la joueuse, la pied sur la glace, flamboyante, toujours à vouloir jouer, à vouloir inventer, à suivre, à mener. Fini. Improvisation, comparée. Tu sais, là, j'y allais. Puis comme je dis, autant que j'étais flamboyante, puis que, tu sais, je veux dire, j'avais des étoiles, autant là, l'arbitrage, pour moi, c'était comme, toi, tu bouges pas. Toi, il faut que tu disparaisses du jeu. Si l'arbitre, pour moi, là, si l'arbitre était présent, que je faisais ma smart, ou que j'attirais de l'attention sur moi, je venais de voler quelque chose aux autres joueurs. Moi, j'étais pas là pour être l'artiste, ni l'artisan. Mais ça, c'est sûr que Ponton nous avait bien dit, chacun son rôle, tu sais, comme laisse la glace aux joueurs. Tu sais, essaie jamais d'attirer de l'attention vers toi, mais toi, fais un show de ta vie. Quand t'es sur la glace, mène, puis ce que j'ai peut-être pu amener du joueur, c'était peut-être ma compréhension du jeu. Tu sais, de voir qu'à un moment donné, il y en a qui font des fils, là. Tu sais, de voir qu'il y en a un qui a tiré sur un fil, puis il continue de tirer pendant que... Tu sais, ça, je pouvais comprendre ça parce que ça m'avait habité assez longtemps pour savoir qu'à un moment donné, il y avait un sens du timing, il y avait... Tu sais, il y avait des choses qui pouvaient se passer... Tu sais, il faut croire une couple d'années comme joueuse, c'est sûr que c'est... En 10 ans, là, je me rends compte que peut-être l'expérience de joueuse faisait en sorte que j'avais une compréhension, peut-être... j'étais plus à l'aise dans le jeu, plus patiente. Puis je pouvais voir arriver ceux qui venaient nulle part. Le cabotinage, je pouvais le voir arriver à la deuxième ligne, les yeux dans le vide. Il a embarqué trop vite. Il sait pas ce qu'il va. Tu reconnais tes propres réflexes, là. Ça sonne vraiment comme s'il y avait une belle atmosphère d'analyse, de toute façon, dans les ligues, puis dans les milieux que t'as travaillé. Vu que comme il y avait cette atmosphère-là d'analyse, je suis sûre que comme joueur, ça a justement bâti ce côté-là aussi, de vraiment avoir un regard critique sur le jeu. Puis ça, c'est quelque chose qui se transpose bien au rôle d'arbitre. Ouais. Mais tu sais, quand t'apprécies jouer avec du monde, là, il se passe quelque chose en comparé, ou même quand t'es ensemble, là, ben, tu te dis, non, mais elle l'a fait. Elle nous a emmenés là. Wow, j'ai jamais vu arriver, tu sais, comme, quand il y en a, bonheur d'observer les autres, puis, tu sais, c'est beaucoup organique, l'improvisation, là. Fait que ça nous demande beaucoup de s'habiter puis d'avoir comme une espèce de map-monde d'aller chercher. Mais tu sais, de reconnaître là, que tu joues avec des joueurs une soirée, que ce soit dans ton équipe ou dans l'équipe de l'autre, là, puis t'as réinventé le petit chaperon rouge. Oh, là, tu sais, fait que tu remarques la puissance d'un joueur puis son intelligence sur le vif, là, tu sais. Moi, des fois, j'étais impressionné de voir qu'il y en a qui pouvaient être à la fois le contenu puis le contenant d'une improvisation. Puis il nous a tous gardés là-dedans. Puis quand l'arbitre a sifflé, on se foutait bien de savoir qu'est-ce qu'il avait gagné. On a juste été heureux pendant 3 minutes. C'est puissant, l'improvisation, quand t'enlèves toute forme d'ego, de comparaison, quand
quand tu veux juste avoir du fun dans la vie, mais avec l'autre, pas contre personne, tu joues avec. Tu sais, je veux dire, la soirée est finie, puis tu te dis, c'est pas juste, devrait avoir 4 périodes, tu sais. Mais bonne transition vers le contre, parce que en 87, première coupe universitaire à Trois-Rivières, était arbitre à ce moment-là. Là, c'est une autre histoire, je pense. Je veux pas dire que les gens étaient contre, mais je veux dire, tout d'un coup, notre gang d'ici, tout accompagné Campus Chipagan, à cet événement-là, pour l'arbitrer. Comment est-ce que c'est, là, tout d'un coup, s'affronter à des équipes d'ailleurs? Ça a été rough parce qu'on n'avait aucun complexe, OK? Nous autres, on est partis parce qu'on voulait jouer, puis là, pourquoi pas, on s'en va. Écoute, on avait tellement pas d'argent, là, que je me rappellerai tout le temps, il y a des joueurs qui sont venus dans le minibus qu'on avait, je sais pas, on avait un petit véhicule, on n'avait pas d'argent pour manger, là. Puis j'ai mis, je pense, 25 cents dans une machine pendant que je mettais de l'essence. J'avais gagné 300 piastres. Puis, à Caraguette, sur le coin, toi, chose, gagne 300 piastres, le monsieur qui était prêt à faire monter la machine, il était parti au petit coin. Il a monté sa chance, on va partir avec 300 piastres, nous autres, puis mais quand on est arrivé à Trois-Rivières, là, heureux, content, on va prendre nos aides, bang, ils font venir l'arbitre tout de suite, la responsable de l'équipe, et là, tombe sur moi une tonne de conneries, mais j'étais pas capable de réagir, il y en avait trop. L'arbitre en chef, il commence à dire, à féliciter une équipe, féliciter un autre, puis il m'arrive, moi, puis il me dit, vous autres, pour l'Acadie, si vous voulez que ça fonctionne, on veut pas d'accent, sinon pénalité. Fait que je me suis levé, j'ai dit, ben, bon tournoi. Ben, il dit, où est-ce que tu vas? Ben, je dis, on se retourne genou. Excuse-moi, c'est parce que t'as un accent, toi, là. Tu viens pas de Trois-Rivières, hein? À partir du moment que c'est le voyageur qui a un accent. Fait que toi, t'as un accent, fait que, brrr, pénalité. Tu t'en vas chez vous. Tous les joueurs ont un accent. Faut-tu avoir l'accent de Trois-Rivières? Mais c'est malade, vous auriez dû nous le dire. Puis, mais là, il se lève, mais insulté de voir que la petite madame elle répond. Il me dit, je veux pas d'accent de la Sagouine. Mais non, mais tu touches pas à la Sagouine. Non, mais moi, je suis devenu un feu de broussailles, ben, après une sécheresse. Et là, ah non, mais j'ai dit, savais-tu, ah non, mais au lieu de l'insulter puis de dire bye, moi je dis, savais-tu qu'Antonine Maillet, c'est l'artiste qui est le plus lu dans le monde, puis je pars, moi, avec la fierté de l'Acadie, comprends-tu? Puis là, j'ai dit, je te donne 15 minutes. J'arbitre aussi, hein. Fait que moi aussi, je suis capable de faire semblant que j'ai un gazou dans les mains, puis j'ai dit, nous autres, on s'en va, je suis dans ma loge, là, avec les joueurs. Je te donne 15 minutes, venez t'excuser. Sinon, on s'en retourne, genou. C'est fini. Non, on me niaise pas avec ça. On est venu avoir du fun, puis là, ça part mal. Et je suis parti. Fait que là, il est revenu après ça, mais mal. Il me dit, ben, là, Manon. Moi, ce que je considérais, c'est qu'il était pas, ça me fait de la peine que tu t'humilies comme ça. Tu sais, que tu ouais, mais que tu dises à tout le monde que t'as jamais voyagé, que t'as jamais entendu d'autre chose que l'accent de ton voisin. Je veux dire, c'est gênant pour nous autres, là. Non, c'est correct, regarde, je te parle plus. Puis il dit, tu vas avoir tes matchs. Je vais te donner 2 matchs. Puis tes joueurs, il dit, ils monteront comme ils peuvent. Yes, sir, babe. Fait qu'on est parti, puis là, les joueurs ont joué. Mais puis c'était des jeunes, hein. C'était toute de la belle jeunesse de l'université. Et là, ça marquait des points, là. Mais là, c'était une autre affaire, là, parce que là, on jouait devant 300, 400, 500 personnes. Puis on pouvait pas contrôler la gentillesse des gens. On savait pas d'où ce qu'ils venaient. Tu sais. Fait que les joueurs, ils poussaient là, pour jouer, puis on n'était pas du même calibre. Parce qu'il y a des joueurs qui étaient impolis, puis il y a des joueurs qui écrasaient, puis il y a des joueurs qui pouvaient ridiculiser, puis moi, tu sais, c'était clair, net et précis qu'on n'embarquait pas là-dedans. On les laissait mourir sur scène s'il fallait. S'il fallait se retirer, s'il y en a un, il y a eu une improvisation à un moment donné où il y en a un qui s'est mis à imiter l'accent de je sais même plus qui, là. Puis le joueur, il s'est juste mis en bas. Il s'est juste caché, tu sais. Il l'a laissé tout seul. Assez soufflé avec son intimidation scénique. Puis quand l'arbitre a sifflé, l'autre, il a sorti, puis il a fait une face comme s'il venait de sortir d'une boîte de clown. Là. Il a gagné son point, c'était fini. Il a arrêté de nous écœurer. Puis moi, ben écoute, j'ai fait match après match. Les gens aimaient mon style. Ben là, les autres arbitres aimaient pas ça. Parce que, tu sais, comme ils me disaient, moi, arbitre, ça fait 15 ans, moi, arbitre, ça fait 10 ans, moi. Ben moi, ça me dérangeait pas. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'on se retourne à la maison. Là. Moi, j'étais responsable des jeunes qui avaient de l'université le lundi matin. On n'était pas dans l'ego. Puis finalement, à la finale, ils voient que c'est pas moi qui est sur la glace. C'est que le public a hué jusqu'à ce qu'ils me rappellent puis qu'ils me disent de l'arbitrer. Peace! Fait que j'ai été arbitré, c'était super. Dès que le match a fini, c'était go, on s'en va. Bye, faut partir parce que là, on avait des d'heures de route à faire. Puis tous les joueurs avaient joué d'une façon remarquable. C'était des grands.
Amélie Montour sur, je sais pas quel organe des médias sociaux qu'elle avait écrit ça, mais elle nous envoie une question à savoir si tu as été à des QI après ça. Et si oui, as-tu remarqué des changements? Ils ont-tu appris leur leçon? Non, on a eu des nouvelles, par exemple, on avait reçu, nous autres, on est partis, hein. On a reçu des prix. Tu sais, moi, je suis jamais retourné, mais il y a des gens qui nous ont écrit. Il y avait des gens que je connaissais qui étaient dans la salle, tu sais, des gens de Rouen-Noranda ou peu importe, là, puis qui m'avaient écrit après pour dire si vous saviez comment vous avez marqué le tournoi. Mais faut voir à l'époque, là, tu sais, nous autres, on se faisait dire là, que l'Acadie était pas prête. Moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Ben, en tout cas, il y en a qui pensaient de savoir, tu sais. Ils disent encore ça, tu remarqueras. Ouais, des fois, l'Acadie arrive à la QI, puis c'est votre premier tournoi cette année? Première fois que vous venez à la QI? Allons voir le trophée, combien de fois que au moins Moncton est placé là. Mais mais j'y pense. Non, t'as participé à une autre QI parce que en tant que juge de salle, la QI 93, non, était à Moncton. Fait que me semble que t'étais dans le. Mais j'ai dû être juge dans la salle pour choisir des étoiles, là. Par ce temps-là, tu vois, entre ta première prestation puis quand Moncton a gagné la QI en 90, ben en 91, ils ont changé les règlements pour qu'il y ait des juges de salle qui avaient plus de poids que le public. Ouais. Parce que là, ça se prend pas de bon sens, là, le public est biaisé. Comment est-ce que Moncton peut gagner ça à Montréal? Je sais pas, c'est votre crowd. Mais c'est ça fait que par le temps, ça a été éliminé éventuellement, mais en 93, ça existait encore, fait qu'il y avait des juges de salle qui avaient été choisis pour voter, puis choisir les étoiles. T'étais dans ce groupe de monde-là parce que je me souviens que t'étais, en tout cas, ça c'est mon souvenir. Non seulement t'étais une des juges à la finale Moncton-Laval, mais ça a fini en supplémentaire et t'as voté Laval sur celle-là. Puis l'autre juge a voté Moncton, puis le public, ça a été décidé par comme une cinquantaine de votes. En tout cas, c'est ce que je me souviens. Yeah. Ça montre ton intégrité pareil, parce que c'était quand même des joueurs que tu connaissais d'un côté plutôt que de l'autre. Puis ça faut voir, connaître, c'est bien faible, que j'aimais. Que t'aimais, oui. Ah oui, je les aime encore. On était rigueur et bonheur. Tu sais, on marchait de deux pas. Puis c'est comme dans ton histoire que tu comptais à propos de Fred, dans les années 90 et peut-être un peu plus, là, t'as resté en contact. Ton fils jouait-tu pas de l'impro aussi au secondaire? Tu sais, t'as resté alentour. Oui, Dominique a joué à Polyvalente. J'aurais voulu qu'il joue plus longtemps. Mais tu sais, moi, je trouvais que l'improvisation dans les polyvalentes, tu sais, les jeunes, là, losers, là, tu sais, les jeunes qui sont victimes de ce site, puis victimes de... Hey, moi, je t'embarquais ça sur la glace, là, c'était pas long. À un moment donné, je me rappellerai tout le temps, j'étais à Edmundston, puis j'arbitrais un match, puis tout ça. Puis à un moment donné, il y a un jeune à qui, grand, gros, tu sais, bien enveloppé, il embarque sur le jeu, tu sais, tout fragile, tout, OK, je vais y aller pareil, même si tout le monde me trouve con, puis gros, puis niaiseux. Puis... J'ai tout ressenti ça, puis il met le pied sur la glace, puis le joueur adverse, il dit, oh, regarde la belle table, puis il place en table. Pénalité. Mais le jeune, lui, il a pas compris ce qu'il venait de faire. Fait que ça, 3 pénalités dans le même jeu. Tu vas-tu apprendre, mon homme? Et là, je dis à l'autre jeune, j'y donne une pénalité à la table. J'ai dit, là, tu vas avoir une pénalité, c'est un avertissement, mon homme. T'es pas obligé de subir ce que tu subis à l'école. T'es pas une table, il y avait pas d'affaire à te placer comme une table, c'est non. Fait que là, je te donne une pénalité parce que tu t'es auto-rejeté toi-même. Next. Prochaine improvisation, je veux devoir jouer tout de suite le premier jeu. Puis ça a passé comme ça. Mais le jeune, quand il est revenu, là, écoute, il était flamboyant. Il était comme délivré de quelque chose. Puis écoute, il a fait un arbre. On s'entend-tu qu'il a pas fait il a fait un arbre, mais tout seul sur la glace. Puis l'improvisation, c'était la naissance d'un oiseau, là, ça n'a aucun rapport, là, tu sais. Et pendant cette minute et demie-là, on a vu l'arbre se transformer au rythme des saisons. On a vu l'oiseau venir puis s'en retourner au printemps. Écoute, on a pleuré tellement c'était intense. Fait c'est sûr que quand j'allais à Polyvalente à Mathieu Martin ou que je retournais à Polyvalente ailleurs, je voulais qu'on amène un maximum de joueurs le plus vite possible pour qu'ils apprennent aussi à pas prendre les choses personnelles, à savoir se défendre. Parce que là, tu sais, je parle à l'époque, là, l'intimidation et tout ça, on n'en parlait même pas. C'était normal de se faire écœurer à l'école. Là. Il n'y avait pas de défense, il n'y avait pas de... Mais tu sais, on apprenait avec l'improvisation à dire non. C'est non. Je ferai pas une table, je ferai pas un abat-jour, je vais pas être ton objet. Merci. Tu peux mourir à côté de la bande si tu veux, l'arbitre te protège. C'est rare qu'on entend quelqu'un dire que l'impro, c'est à propos d'apprendre à dire non. Puis que ça fait quand même du sens. Parce que, tu sais, d'habitude, les gens disent, l'impro, c'est à propos de dire oui. Tu l'as même dit tantôt, là. Nous, on disait oui. Mais il y a des choses auxquelles on doit dire non pour pouvoir avoir accès à tellement plus de choses
auquel on peut Ouais. dire oui. Oui, oui, puis tu sais, on a vu des improvisations assez corsées à un moment donné, qu'il y a eu des petites passes maladroites d'attouchement. Ben, il se retrouvait avec une claque sur le bord de la job, ça n'était pas long, là. Mais c'était juste comme, c'était pour jouer, bang, pénalité, bing, bang, c'est fini. La première fois, tu as dit non, la deuxième fois, tu sors, c'est pas drôle. Fait qu'on a le droit de dire non, on n'est pas obligé de faire une lampe, là. La lampe, elle peut se transformer. Tu sais, c'est ça qui c'est l'impro. Tu sais, c'est infini. T'es pas obligé d'appartenir à personne ni à aucun jeu. T'es supposé de subvenir à ta propre créativité. Fait que, oui, on dit oui toujours à l'autre, mais non. C'est quoi qu'on dit? Assure-toi quand tu dis oui de pas te dire non. Oui, c'est vraiment une belle façon de dire ça. Vraiment, c'est non, mais c'est non cependant. J'entends ta proposition, mais garde, en voici une meilleure, là. C'est là, jouer la table ou le piano, c'est pas intéressant pour le public, c'est pas intéressant pour moi comme joueur, ce sera pas intéressant pour notre interaction. Donc, Je trouve juste ça intéressant de avoir des standards pour soi-même puis les appliquer comme rapidement comme ça, faire comme non, je fais pas ça. c'est ça je trouve là, il y a du développement personnel dans les leçons que Manon amène en termes d'arbitre. Comme c'est pas juste une leçon à propos de l'impro, je me sens toujours, en tout cas dans les histoires, je me sens toujours que il y a une leçon de développement personnel aussi dans ton approche. Es-tu conscient? Ouais, ben tu sais, pour moi, là, je vais sortir des gros mots, là, mais quand tu as une âme d'artiste, là, ben il faut que tu t'en serves quand tu joues, là. Fait qu'il faut toujours que tu reviennes à ta base. Tu sais, il y en a qui sont capables de chanter, mais des 4-5 minutes. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Tu lui donnes le thème le plus poche de la terre, puis il décolle avec ça, puis il te fait faire un voyage. Tu sais, il s'est servi de tout ce qui est pour arriver, puis là, si on questionne des jeunes, là, s'ils apprennent à chanter sur n'importe quel thème, là, ben c'est juste une question de rythme. Fait qu'ils apprennent à faire des monosyllabes pour aller rentrer. Pendant qu'ils font des monosyllabes, ils font juste rentrer un rythme. Toute l'intelligence part, puis c'est comme un moulin. Ils ont plus d'efforts à faire parce qu'ils sont tellement créatifs qu'ils ont compris la moindre des choses, c'est le rythme. Puis croirez-vous que je suis grand-mère 3 fois, moi, hein, et ça me suit toujours. Je continue de chanter des chansons improvisées, moi. Puis je joue souvent avec ça, avec mes petits-enfants, en disant, OK, donne-moi un défi. Donne-moi un défi, je fais à souper. Ou donne-moi un défi, on va aller sur la plage, puis on part, puis on fait un défi, puis des fois, je sors de là, mais je viens de me donner une étoile, là, je suis assez contente. Je suis assez contente d'avoir réussi à répondre à l'enfance. Parce que pour moi, jouer de l'improvisation, c'est de quitter l'adolescence, c'est de quitter l'âge adulte, l'âge des compromis, tout ça, puis retrouver une espèce d'espace de cœur d'enfant où tout est permis, tu sais. Tu peux construire de façon intelligente sans te préoccuper qu'est-ce que le monde va dire de toi, parce qu'on sait qu'à l'adolescence, c'est ça, hein. Qu'est-ce que le monde va penser de moi, mais tu sais, ils penseront ce qu'ils veulent. On les paye pas pour penser, hein, c'est pas... Là, on est dans l'après-impro, si on veut, malgré le fait que tu ramènes ça dans tes interactions familiales, tout ça. Je regarde la question à Joëlle Martin ici. Elle demande, est-ce que vous utilisez souvent l'improvisation dans votre démarche artistique? Elle vous voit. Dans votre démarche artistique. Parce que c'est ça, dans toutes les autres facettes de ta carrière, est-ce que l'impro a une place? Toujours. Dans le conte, dans l'illustration, dans... Tout le temps, dans la chanson. Tu sais, je veux dire, dans le conte, moi, je suis pas capable de, heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais d'apprendre des textes, là. Tu sais, que j'écris un conte puis que je le fasse mot à mot. Parce que moi, j'ai fait des résidences de création en Suisse puis en France. C'est grosse comme ça, moi, parce que eux autres, bon, tu reprends, Catherine, tu reprends la ligne 14, là où il y a le bison. Là, elle cherche. Et à l'époque, moi, je la regarde, je me dis, mais est-ce que c'est une maladie mentale? Moi, j'arrive pas à faire ça. L'improvisation, c'est imprégné. Fait que moi, tout ce que je fais comme conte, j'ai de l'espace, là. J'ai ma ligne, je garde tout le même, tu sais, j'ai mon squelette, je garde tous les mêmes réflexes de l'improvisation. Puis j'improvise, puis je vais le faire souvent mon compte. Je peux le faire à tous les jours jusqu'à ce que là, je vais à Contenir cette année. Ben là, je vais répéter mon compte à tous les matins. Je fais mes 2 comptes. Mais l'improvisation est là. Puis je fais comme, wow! Je viens de trouver une autre façon de le dire, c'est magnifique, c'est beau. Après ça, c'est poche. Après ça, c'est magnifique aussi. Puis l'autre façon aussi, c'est j'écris des chansons, mais l'improvisation, c'est mon moteur. C'est la dernière chanson que j'ai faite pendant le COVID. Ça s'est retrouvé sur un film. Juste parce que j'étais dans un mode de composition de chansons. J'avais des amis qui construisaient un bateau, puis ils ramenaient la tradition, puis j'étais curieuse de savoir pourquoi on l'appelait le cul pointu, pourquoi on l'appelait le toc-toc ou le pique-pac. Puis tu sais, j'ai fait de la recherche,
j'ai composé une chanson. Fait que c'est sûr que ça me suit. Il y a pas 3 semaines, un mois, je suis allé à un lancement, puis ils m'ont demandé de monter sur scène puis de la faire. Si la force de l'improvisation ne m'habitait pas, je serais comme non, je ne peux pas. Ben là, c'est oui, mais oui. C'est comme... Puis l'autre fait des percussions avec des élastiques, pour le nommer Claude Bourque. Wow. On est dans l'absurdité totale et c'est adorable. Puis l'improvisation, pour faire une grande réponse qui finit plus, c'est oui, c'est toujours au cœur de ma vie. Puis j'anime aussi des ateliers avec des enfants. Pendant le COVID, là, ça a été rough un peu là ici sur l'île. Puis des fois, j'avais des appels pour dire Manon, viens voir les petits. Fait que là, si t'es pas capable d'improviser avec les petits, puis j'allais dire que c'est le pire public, là, mais vous comprendrez bien que c'est le meilleur public au monde, mais t'as 20 minutes pour t'enligner, hein. Tu comptes une histoire, tu l'improvises, et tu y vas. Puis si c'est pas bon, tu le sais, là. C'est le public le plus honnête, probablement. Et c'est le plus généreux aussi. Fait que oui, c'est une grande réponse pour dire que c'est incroyable partout, que je fasse des conférences, que j'aille, tu sais, comme je disais, là, j'ai été en résidence pour le compte. À un moment donné, je me suis retrouvé, puis je me suis accoté avec des grandes conteuses, là. Moi, je suis une chanteuse de douche, puis je suis une conteuse pour enfants, tu sais. C'est à peu près là que je me situe. Là, j'arrive là-bas sur des scènes, tu sais, où je me suis retrouvé avec Serge Lopez, un ami à Toulouse, puis si j'avais pas eu cette force-là d'impro, quand il m'a dit rentre dans le studio, on fait tes chansons, tu sais, lui, il a fait avec Cabrel, il a fait, je veux dire, il s'appartient à lui-même, là, Serge, mais je vous jure que l'improvisation, c'est un cadeau que vous me faites aujourd'hui. C'est comme si je dis merci à la vie pour tout ça, là, tu sais, cette force-là qui m'a construite avec, je vous jure, je pourrais aller loin parce que dans une improvisation, tu apprends à mettre une structure. Puis c'est éphémère, c'est fini. Poup, l'arbitre siffle, c'est fini, votre vote, s'il vous plaît. Ça vient de s'éteindre-là. La vie, là, ça peut-tu être ça aussi? Ça va mal, comprends-tu? Tu passes une période difficile à l'improvisation, t'es tout seul, ma grande, ça va durer le temps que ça va durer. Puis il faut que tu aies des acolytes qui veulent participer avec toi. Puis quand tu entends le coup de sifflet, passe à d'autres choses. Il y a un autre jeu qui s'en vient. Ça, c'est vraiment une façon intéressante de voir comme des périodes comme difficiles ou quelque chose. Enfin, hein, je suis juste dans une 3 minutes, là. Ça va finir à m'amener, puis là, ça sera quoi d'autre? Je trouve ça c'est vraiment motivant dans une façon vraiment étrange. J'aime ça. Ben, tu sais, quand t'es pris dans une impro poche, là, ou une impro que t'as pas le contrôle, ou t'as pas comme ce que tu veux de cette impro-là, siffle, là. Autant quand ça va siffler, puis après ça, je vais l'oublier complètement. Dans ce sens-là, tu sais, quand tu joues en improvisation, puis t'as pas été bon, t'as pas su te dépatouiller avec le jeu, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça apprend? Tu sais, apprends juste à t'en sortir la prochaine fois. Qu'est-ce qui va arriver? Deviens une fleur. Lève-toi debout, fais une fleur. Là, ça va tout de bien juste ajouter quelque chose. L'arbitre va siffler, t'auras fait une fleur. Toi, tu seras trouvé drôle parce que c'est peut-être bien tout seul qui va rire. En même temps, tu sais, c'est ces clins d'œil-là que moi, qui m'ont poursuivi toute ma vie, c'était pas tant de devenir un bon joueur comme d'apprendre à bien jouer, tu sais, de sortir d'un match puis wow, tu sais, pour moi ça c'est de faire la différence dans la vie. Je pense que c'est le temps de passer à nos questions éclairs. On a une question de Claude Allard qui demande c'est quoi les challenges d'organiser une ligue dans un ère pré-internet? C'est maintenant tu lances tout le monde dans un groupe chat puis t'organises ça puis tu coordonnes ça. Mais qu'est-ce qu'était l'approche pré-internet? Le téléphone. Puis ça me manque encore beaucoup. Mais quand tu organises quelque chose là, si moi je suis avec vous autres puis je vous convainc de quelque chose puis venez jouer puis chimiquement on regarde comment on est, tu sais, qu'est-ce que ça peut aller, jusqu'où on peut aller. On fait des rencontres, on monte à Néguac. C'est pour ça que je disais qu'on était bénis d'avoir l'université. Parce que l'université nous installait, nous ancrait, tu sais. Il y a une partie qu'on n'avait pas besoin de s'inquiéter. Puis l'autre partie, c'était des rencontres. Puis dans les maisons privées, on partait de nos personnalités, puis on allait chercher du monde qui était game, là. Je suis d'accord avec le fait que je pense que tous les grands projets d'impro dans lesquels j'ai été impliqué, c'était tout le temps en personne. Il y avait tout le temps un moment en personne où on se met sur la même page, sur la même longueur d'onde. Je pense que ça reste imbattable. Ben oui. Un autre de Joël Martin. Est-ce possible, selon vous, d'utiliser l'improvisation pour rapprocher les peuples Mi'kmaq et Acadiens, les Premières Nations, et si oui, comment? Donc, je pense qu'elle a été un peu fouillée sur ton site web. Oh, je t'aime, Joël. Oh, mon Dieu, Joël, si tu poses la question, fais quelque chose dans ta vie. Fais-le. Quelle magnifique idée. C'est sûr qu'au Nouveau-Brunswick, ils parlent anglais, puis ils comprennent un peu le français. Ça peut être intéressant je sais pas si l'improvisation, parce que faudrait faire une improvisation qu'on retourne au temps d'avant où c'était des signes. Ils signaient.
Parce que c'était une façon souvent, paraîtrait-il, qu'ils n'avaient pas besoin d'interprète. Parce que ça voulait dire rivière, puis ça voulait dire les Blancs, puis les Blancs, c'était ça, en tout cas. Mais j'en sais rien. Mais s'il y a des jeunes qui sont à l'écoute présentement, il est temps que dans les polyvalentes qu'on parle de génocide. Il est temps qu'on apprenne qu'on nous a volé notre histoire puis qu'on peut la récupérer, tu sais, on n'a pas, c'est pas grave, là. On peut pas se réconcilier comme des enfants, excuse-toi. Le petit, il sait même pas pourquoi, excuse-moi, puis là, il s'en va, tu sais, comme, si, à travers la polyvalente, on est capable que les jeunes revendiquent qu'on parle de génocide de la langue, génocide des êtres humains, de leur culture, puis que oui, je sais pas qui va réinventer cette idée-là de regrouper des jeunes dans des matchs. Peut-être se servir de la puissance de l'improvisation, toujours en comparer, peut-être en jeu. En tout cas, je sais pas. Je pense qu'il y a comme une tradition de raconter des histoires qui est en commun dans ces peuples-là. Puis je pense que c'est une bonne façon de connecter les Acadiens à n'importe quelle Première Nation. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose là. Et c'est sûr que le langage, c'est une barrière, mais je pense qu'il y a quelque chose là qui est intéressant, puis qu'on a en commun. Oui, puis on pourrait aller plus loin, tu sais. On n'aurait pas besoin qu'ils parlent anglais, là. Comme qu'on n'aurait pas besoin de parler français, comme si on veut vraiment faire quelque chose que, c'est là, utilisons le bilinguisme pour créer un match qui est hybride. Oui, puis entendons la langue. Hey, ça serait-tu intéressant d'avoir des improvisations qui sont en Mi'kmaq? Faisons quelque chose où on se comprend sans nécessairement comprendre les mots que chaque personne utilise. Je pense que dans l'impro, il y a ça. Quelle magnifique idée. Bon, OK, on se met là-dessus. Fait que merci Joël de nous avoir lancé dans cette direction. On va prendre une légère pause et au retour, on parle de l'importance de participer à des tournois avec Manon Lascelles. À tout de suite. On est de retour. Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin. Allô? Et notre invité Manon Lascelles. Bonjour. On parle de l'importance ou non, de participer à des tournois. Parce que c'est bien le fun de jouer en ligue. Je pense qu'il y a une très grande valeur à ça. Mais est-ce que c'est aussi important que des fois, il faut aller puis faire face à d'autres mondes, à des tournois organisés, proches ou loin? Tente le pouls. Qu'est-ce que vous en pensez? Manon? Ben, moi, je ne vois aucun désavantage parce que j'ai réfléchi à la question, tu sais, mais c'est clair qu'il faut y aller. C'est sûr. Parce que tout ce qui, pour aboutir à ça, ça a pris des mois puis des semaines, tu sais, d'organisation. Puis, tu sais, là, on parle de tournois pour les jeunes ou pour les adultes. N'importe quoi, dans le fond. Peut-être ça devient moins important avec l'âge. Plus? Je dirais que les adultes, des fois, c'est ouais, ils ont des enfants, ils ont un travail, ils sont pas capables de se libérer. Mais en même temps, tu joues au hockey, mais toujours dans ta ligue. À un moment donné, tu as envie d'aller te faire un beau tournoi. Je sais pas, mais c'est toujours de l'improvisation. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu t'en vas pas là nécessairement pour gagner, mais pour évoluer dans ta capacité de rencontrer l'autre. Puis je pense que ça, c'est probablement un des plus gros points que je trouve que la valeur d'un tournoi, c'est cette connexion-là avec la communauté qui se fait. C'est beaucoup de jeunes qui sont comme craintifs de venir à des tournois, ils se sentent pas prêts, ils sentent comme s'ils vont juste se faire écraser parce qu'ils sont pas bons assez. Mais là, ils arrivent, là, puis ils développent vraiment une connexion avec les autres qui sont là. Puis là, ils ont la piqûre. Là, ils veulent y aller tout le temps. Là, ils veulent jouer des matchs. C'est vraiment quelque chose que je trouve qui motive. Continuer à faire de l'improvisation, c'est vraiment comme un sorte d'événement rassembleur là qui crée un vrai lien, qui crée des amitiés, qui crée comme la belle connexion humaine, qui fait en sorte que ça c'est le motivateur pour continuer. Puis c'est vraiment comme pour moi c'est quelque chose que je vois que ces équipes-là, ces joueurs-là reviennent plus facilement à l'improvisation l'année suivante si on fait un tournoi, même si ils ont gagné aucune impro dans tout le tournoi. Ouais, si les municipalités, les conseils scolaires, si la polyvalente savaient la richesse de l'improvisation, tu sais, il faudrait toujours qu'il y ait des budgets, il faudrait toujours qu'on s'assure que les jeunes participent, tu sais, d'une façon ou d'une autre, à s'entraîner, à recevoir une formation, parce qu'il devrait jamais y avoir, on n'est pas assez bon pour aller au tournoi. Ça existe pas, ce concept-là, là. C'est pas changer de coach, là. Une des choses qu'on voit souvent arriver à des tournois, surtout jeunesse, c'est comment les gens s'améliorent, tu sais, là, du premier match au dernier match. Il y a une amélioration, surtout pour les débutants. Il y a une amélioration importante qui se fait, qu'on voit. On peut juste apprendre en faisant, en regardant,
si t'es pas exposé à l'impro, tu vas pas connaître une amélioration. Puis je pense que pour ça, t'as besoin de voir les styles, les calibres de d'autres joueurs. Faut que tu vois d'autres joueurs jouer pour que tu dises, oh, je pourrais incorporer cet élément. Oh, moi, je pourrais faire ça, mais je réalisais pas que ça fait partie de la boîte d'outils. Tu sais, des choses comme ça. Puis c'est jamais, si tu te testes jamais avec une autre personne que tu ne connais pas, qui est pas dans ta bulle, qui est pas dans ta zone de confort, tu vas pas te surprendre toi-même, tu vas pas, tu sais, là, faire grossir ces muscles-là. Ben, t'es jamais vraiment réellement dans une vraie mix. Si tu joues juste avec des joueurs que t'es habitué de jouer avec, que tu joues avec de semaine en semaine, vraiment t'es juste dans une comparée que t'avais pas la même idée. Tu connais bien les autres joueurs, tu connais bien leurs réflexes, tu sais lire leurs signes beaucoup plus rapidement, tu comprends totalement où ils s'en vont, même si t'as divisé l'équipe en deux puis t'es en train de jouer une mix, là. Même si ça c'est la situation, t'as quand même beaucoup plus d'outils pour comprendre où est-ce que l'autre personne s'en va. Parce que tu les connais très, très bien. Tandis que justement, comme tu disais, aller jouer avec d'autres équipes, tu vois d'autres styles, tu rencontres des idées, des concepts, puis des façons de jouer qui sont totalement différents. Puis là, toi, ça te force, en situation de mix, c'est quelqu'un que tu connais pas, ça te force vraiment à pédaler, puis à comprendre, puis à vraiment regarder l'autre personne, puis ça te fait vraiment évoluer rapidement. Ça, beaucoup plus que si t'étais un petit peu comme juste entouré de les mêmes personnes constamment. Puis j'ai une question aussi pour Michel aussi. Tu sais, moi j'ai vu des tournois où l'arbitre jouait pas son rôle dans le sens que il connaissait pas l'ampleur, il prenait pas son rôle d'arbitre comme facilitateur du jeu. Fait que là, quand tu vois arriver un jeune, là, puis c'est sa première expérience d'improvisation, puis tu y colles une chantée 10 minutes. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, c'est correct. Il y a quelque chose de, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. L'arbitre, lui, il peut être facilitateur dans les tournois pour sécuriser tout le monde parce que son jeu à lui, c'est qu'on joue sur sa patinoire, pas qu'on détruise des jeunes à se dire, il est pas capable de jouer, il peut pas chanter, il peut pas mimer, puis il va t'y enclencher une. Ouais, tu parles de la trappe Nigo. Quand on arbitre à différents niveaux, là, ça peut être différent, mais oui, facilitateur. Moi, la façon que moi je considère le rôle de l'arbitre dans un tournoi jeunesse, c'est le coach de tout le monde. Donc tout le monde a un coach, mais il y a comme ce super coach-là qui, pour le match, moi je traite beaucoup mes matchs comme si c'était une expérience d'apprentissage. C'est un atelier. On va jouer. Puis les commentaires vont juste être liés on va pas s'éterniser, là, ça va juste être lié à vos punitions, mais les punitions vont être choisies et expliquées en termes de vous apprendre une leçon. Pas que c'était confus, oui, on a tout compris ça. Non, c'était quoi l'origine de cette confusion? Pourquoi ça a dérapé? Pourquoi on a perdu la cohérence? OK, ben je vais essayer de trouver le moment où c'est arrivé, le joueur ou les joueurs qui ont commis une faute. Puis je vais vous dire comment, la prochaine fois, éviter cette faute-là. Donc, dans la mesure du possible, avec des jeunes, je pense que c'est ça le rôle de l'arbitre. Plus que tu joues avec des plus vieux, c'est-à-dire des universitaires d'expérience ou des adultes à l'état civil, tu peux être un petit peu plus grinçant, un petit peu plus... Tu sais, le jouer avec l'aspect rivalité entre un capitaine puis un arbitre, ça ajoute au show. Mais ça, c'est juste... ça c'est autre. Puis c'est difficile à faire en tournoi parce qu'en tournoi, tu connais pas ces capitaines-là. Donc, ton rôle devrait être à propos d'assurer que, je pense que tu l'as bien dit tantôt, là, que tout le monde se sent en sécurité. C'est-à-dire que s'il y a une rudesse, par exemple, ça serait un bon exemple, s'il y a une rudesse, on va punir cette rudesse-là parce que là, les joueurs vont comprendre qu'on se connaît ou qu'on se connaisse pas. Dans mon arène, t'es en sécurité. Ça va pas t'arriver sans conséquence. Mais la trappe Nigo, c'est cette thème-là qui cherche juste, qui est une machine à punition. Je vous donne un thème pour que vous faillissez. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait, comme à mon avis, on ne fait pas en tournoi. En ligue, si ça fait partie d'une gimmick, je sais pas trop, peut-être. Puis avec des plus vieux, que tu sais qu'ils sont d'expérience, tu sais qu'ils sont capables de relever un certain défi, ben là, c'est pas une attrape. Parce que vraiment, ce que tu es en train de faire, c'est, je vais faire quelque chose que le public pense qui est une attrape, mais je sais que mes joueurs vont venir torcher. Ça va être super bon, puis le monde va dire, je peux pas croire une chantée de 10 minutes, wow! Parce que tu sais que les joueurs peuvent le faire. Mais ça me fait penser un peu à ce que tu disais, comme, qu'est-ce qui est le désavantage d'aller à un tournoi ailleurs? Ça peut être l'organisation, parce que ton expérience à Trois-Rivières n'est pas tout seul dans une bulle, là, où ça a juste arrivé une fois, ces affaires-là. Tout le monde a des histoires d'horreur, de QI, ou peut-être d'autres tournois, qui ont été mal organisés. Si c'est bien organisé, tout est beau, les gens sont respectés, ça va bien. Mais quand tu vas à un tournoi où il y a une attitude
antagoniste arrive puis tu te fais déjà dire que c'est pas comme si la Sagouine venait de la péninsule là, je veux m'arracher les cheveux quand j'entends des choses comme ça aussi là, c'est comme on n'a pas les accents de Bouctouche là, on vient de Chupagan. L'idée qu'il y aurait ces attitudes là au sein d'un organisme où ce que tu es confronté à ça. Souvent moi j'ai eu des joueurs qui ont perdu beaucoup de confiance puis de motivation à aller à des choses parce que t'allais à quelque part puis tu te faisais traiter pas comme un invité mais comme un spoiler là, qu'est-ce que tu fais ici toi? Ben, je pense qu'on sous-estime souvent l'impact qu'un arbitre peut avoir sur l'expérience des joueurs à un tournoi. Donc, je pense qu'on imagine, tu sais, juste arbitrer un match ou deux. Mais comme, justement, tu sais, là, si l'arbitre est en train de chercher à faire faillir parce qu'il est en train de donner des défis qui sont pas réalistes, qui sont anti-spectacle, ou qui est en train essentiellement créer des mind killers pour les joueurs en faisant comme un petit peu de warfare psychologique avant les matchs. Tout ça, c'est juste du mauvais arbitrage. Tu sais, c'est tellement comme une présence négative qui est fondamentalement et à l'encontre d'un événement comme un tournoi. Tu sais. Pour rajouter, là, à Trois-Rivières, là, il y avait un show d'arbitre, là. Premier match qu'on a joué, là, l'arbitre faisait son show, là, et j'avais défendu aux joueurs d'aller chercher les raisons de la pénalité. On devenait stratégique parce qu'on s'est dit, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est de rabaisser. Il veut nous faire sortir en nous poussant. Allons pas chercher la raison de la pénalité. Fait qu'à un moment donné, le public, là, il trouve ça long, là. Il voit bien que les joueurs se remettent concentrés, puis ils retournent dans en arrière de la bande, prêts à rembarquer. Et là, l'arbitre, quand ça fait 2 fois que t'as envie t'as envie juste d'écraser un joueur, puis je me rappelle même pas si c'était une si grave punition que ça. Mais, tu sais, c'est sûr que l'arbitrage, tu sais, l'organisation, l'arbitrage, les juges de ligne aussi, tu sais, des fois, c'est sûr, les juges de ligne, ils font juste compter des votes, mais moi, j'ai toujours rêvé que les juges de ligne pouvaient alimenter l'arbitre, puis dire, le jeu s'est arrêté là, quand la poule a traversé le chemin, là. De l'autre côté, il est devenu un coq. Je veux dire, ça n'a pas marché son affaire, tu sais, par exemple. Juste, des fois, être les yeux aussi de l'arbitre, de bien saisir les choses, puis je trouvais aussi que, quand j'arbitrais, mes juges de ligne, là, c'était mes alliés. Je faisais pas juste coller les shots tout seul. On se rejoignait tout de suite à la table pour qu'ils me parlent de ce qu'ils avaient vu. Parce qu'un jour, c'est eux autres qui allaient arbitrer. Fallait aiguiser la vision, le goût du beau jeu. Puis des fois, c'était surprenant de dire, j'ai pas vu ça. Puis l'autre chose aussi, par rapport au tournoi, là, c'est tous les liens qui se créent. Je veux dire, des liens d'amitié, des liens, c'est éphémère l'impro, mais si, comment on fait pour savoir qui est l'autre si on va pas le visiter chez eux? Non, c'est ça. Je pense qu'il faut aller avec, si on est pour aller, puis ça se peut qu'il y a des bémols, là. Ça se peut que c'est pas toujours une expérience positive. Ça se peut très bien. Tu vas à des places, puis tout le monde sont pas tous à la même longueur d'onde. Comme je pense qu'il y a une bonne philosophie de jeu, puis il y a des gens qui ont juste pas cette philosophie-là, puis qui sont très compétitifs, puis chiants, je le dire. Mais si t'es pour aller à ces tournois-là, vas-y avec un esprit d'ouverture. Parce que une des choses que moi j'ai vues en jouant, arbitrant et coachant beaucoup, c'est des fois, il y a des leçons à être prises, puis là, les joueurs, parce qu'ils ont peut-être eu une expérience négative ou juste parce que, whatever, ils ont des attentes qui n'ont pas été remplies, il manque le positif, il manque la leçon à apprendre, puis ils reviennent, puis ils rejettent le jeu des autres. Tu te confrontes au jeu des autres, sois ouvert à apprendre de quoi de ça. Mais reviens pas à la maison avec « ça, c'est pas de l'impro ». Ça, c'est pas le genre de choses qui fit dans mon idée de la boîte à outils. J'ai eu des joueurs comme ça et j'ai eu des joueurs qui étaient l'inverse, qui se sont fait ramasser comme il faut. Puis, quand ils sont revenus, c'était plus à propos de comme, mais as-tu vu cette impro-là? As-tu vu qu'est-ce que cette équipe-là faisait? As-tu vu ça? Commencer à intégrer ces éléments-là dans leur propre jeu à leur bénéfice. Donc, ça aurait jamais arrivé s'il n'y avait pas été. Mais aussi, j'ai des joueurs qui ont été à des tournois puis qui ont rien appris. Parce qu'ils se sont fermés. Puis je pense que j'ajouterais à ça, c'est aussi de arriver, pas juste partir du tournoi comme ça, mais arriver au tournoi comme ça aussi. Parce que moi, j'ai certainement déjà vu des équipes voir avec qui ils jouaient pendant le tournoi et déjà abandonner. Comme même avant de mettre un pied dans un match, ils avaient déjà décidé, on va perdre tous nos matchs parce que voici les gens avec qui on va jouer. Puis au lieu de faire OK, ça va être un tournoi difficile probablement pour nous autres, mais on va absorber le maximum, puis on va jouer notre maximum, puis on va quitter avec le plus de nouvelles connaissances, puis d'apprentissage, puis d'amitié possible. C'est de faire ça vaut pas la peine. Moi, je vais mettre le minimum d'effort. Parce que je me suis déjà décidé que ça valait pas la peine de faire l'effort parce qu'on allait perdre. Je pense que ça aussi, ça peut être un gros obstacle à l'apprentissage puis aux découvertes pendant un tournoi.
Ouais, mais là, tu nommes aussi la compétition, mais si les organisateurs et les arbitres, ils sont sur la ligne de la compétition, puis on veut savoir si c'est le Madawaska qui gagne, si c'est la péninsule ou si c'est le sud-est, ben, je veux dire, on annule le tournoi, là. Ils ont pas compris, eux autres. Ben, c'est tough parce que une des choses qui s'est développée dans les dernières années, c'est les Jeux de l'Acadie ont une composante artistique, culturelle, et l'improvisation est je vais utiliser le mot, une des compétitions, une des disciplines en compétition. Les jeunes, je trouve, sont souvent sur la bonne longueur d'onde. Ils ont des coachs qui sont des pros, qui sont déjà sur la bonne longueur d'onde. Les jeunes sont tout le temps corrects, là. Les équipes sont correctes. Mais tu as un public de parents, de sportifs, parce qu'il y a toute cette autre composante-là, qui ont une tradition de remportons des médailles, faisons notre région arriver le mieux possible au classement. Voilà. Moi qui cherche des mots de sport. Fait que mais c'est ça, tu sais, il y a un élément sportif qui vient de l'extérieur. Puis eux autres arrivent, puis eux autres sont mécontents des votes, puis eux autres sont obligés d'avoir des juges parce que eux autres, ils jettent un carton puis ils utilisent juste l'autre. Là. Fait on a vu des choses comme ça arriver dans des jeux de la francophonie, dans des jeux de l'Acadie. C'est de mieux en mieux parce que là, il y a une culture qui s'établit par rapport à l'impro, mais au début, là, aïe aïe. Fait que t'as ça qui existe dans l'organisation parce que là, c'est une organisation qui a commencé comme sportive, qui a encore beaucoup de sportifs dans l'organisation, si pas uniquement ça. Et là, notre discipline culturelle est traitée comme ça. Mm-hmm. Même si aucun participant et aucun officiel n'achète ce que les autres vendent, l'atmosphère règne, puis tu le sens dans le public, puis il y a des confrontations entre des parents puis des officiels. Tout ça est possible. Puis des fois, tu vas à une coupe universitaire, puis c'est de même. C'est des coqs de l'âge universitaire, là. Puis ils ont cette pensée-là. Moi, je pense que c'est toujours important que quand nous autres, on l'organise, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est une chose qui existe. Je vais utiliser une question de Élise Hamel ici. Elle demande comment on prépare son équipe à un tournoi. Ce qui est une grosse question, Élise. Mais elle demande surtout, est-ce que ça change selon où est-ce qu'est le tournoi et le niveau d'expérience des joueurs. Donc, comment est-ce qu'on prépare une équipe à l'idée d'aller à un tournoi? Parce que je pense qu'il y a toute la préparation de juste apprendre à jouer. Tu sais, là, de façon hebdomadaire, on pratique. Mais quand on va à un tournoi, est-ce qu'il y a des choses qu'on dit à nos joueurs, auxquelles on prépare notre joueur pour cet événement-là spécifique? Avez-vous quelque chose? Toi, Isabelle, t'as aussi coaché universitaire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien, ce que Manon disait, que les joueurs arrivaient à la QI avec pas de honte par rapport à eux-mêmes. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut beaucoup jouer au niveau des joueurs de beaucoup de différents niveaux. On parle d'une région à l'autre à l'intérieur du Nouveau-Brunswick aussi, où est-ce que il y a des fois des craintes par rapport à son identité, puis comment est-ce que ça les rend peut-être moins dans leur imaginaire, que ça leur rend moins capables. Puis je pense que ça peut être quelque chose qui peut être vraiment abordé dans certains contextes, que ça pourrait être nécessaire. Tu sais, comme je pense que de se préparer mentalement pour une QI où est-ce que ils ont un risque qu'il y a des mind killers qui arrivent. Je pense que même juste en parler d'avance, fait qu'ils sont pas sous le choc quand ça arrive. Ça peut faire une grosse différence dans le jeu. C'est qu'ils savent que c'est un potentiel, ils ont déjà un petit peu préparé leur cerveau à gérer ce sentiment-là, ou des commentaires ou des choses comme ça, que ça les affecte moins une fois qu'ils sont là. Ça, c'est le genre de préparation plus psychologique qu'on peut faire. C'est sûr que comme des fois, chaque région a leur particularité, fait que comme je parle de la différence entre les provinces, surtout ici, là, où est-ce que, tu sais, il y a peut-être des catégories, il y a peut-être des approches au jeu, que ça vaut la peine de peut-être essayer, de se familiariser avec ça pour qu'on soit moins pris au dépourvu. Je pense que la psychologie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préparer. On donne un exemple de les jeunes, puis leurs premières expériences de tournoi. Ben, tu sais, juste avoir une conversation des punitions, c'est pas personnel, c'est pour apprendre. Ça, c'est quelque chose qui est très comme bouleversant pour un jeune qui est comme quoi en 6e année, qui se fait dire qu'il a fait une erreur puis qu'il a reçu une punition puis que tu sais, qui se met à pleurer sur le banc parce que ils ont pas été préparés pour cette expérience-là assez. Ils étaient pas prêts pour l'impact que ça allait avoir sur eux. Juste avoir ces genres de conversations-là, je pense que ça peut faire une énorme différence. Je trouve ça intéressant, tu sais, parce que on parle de l'aspect psychologique, mais au-delà de ça, là, moi, je suis toujours surprise de voir qu'on prend le jeu personnel alors qu'on va raconter des histoires qui durent 1 minute à 4 minutes. Tu sais, faire confiance à l'histoire qui va être racontée. Faire confiance à la fluidité de la parole. Faire confiance que l'arbitre est là, que les autres joueurs sont là. Oui, il faut faire... c'est cruel de voir un enfant pleurer parce que il a reçu une punition. Mais ça veut rien dire, ça. Parce que le jeu, l'arbitre, là, il a jugé pas du jeune, il a jugé du jeu, il était confus. Il a fait du cabotinage, mon homme. C'est pas grave, on t'aime. C'est une punition.
C'est pas grave. Puis la punition est donnée à l'ensemble de tout le monde parce que c'est jamais un joueur. Et le joueur reçoit la pénalité, mais ceux qui jouent avec lui, ils sont aussi responsables de son cabotinage s'ils l'ont laissé aller. Bref, je veux dire, c'est la grand-mère qui parle, mais tout le monde est responsable de l'erreur de son joueur. Au-delà de ça, tu sais, dans l'entraînement des joueurs, là, tu sais, moi, au niveau du compte, c'est pareil, tu sais, il y a du monde qui sont malades avant de rentrer sur scène, puis à chaque fois, je me dis, mais tu t'en vas raconter une histoire. Mais qu'est-ce que comme Diane Lausier disait souvent à l'époque, pilote pas un avion avec 600 passagers à bord, là. T'sais, on n'en a pas de responsabilité, on amène juste une histoire au bout du cœur. Fait que tu dis, des fois, il faut décortiquer, il faut dire à l'enfant ou à l'adolescent, il n'est pas question de toi, excuse-moi, il est question du jeu, il est question de la parole. Fait que si le Madawaska s'en va rencontrer la péninsule acadienne, comment expliquer à des jeunes il y a pas de place pour ne pas se trouver bon? Ça n'existe pas. T'es-tu heureux? Ça te tente-tu de faire un voyage, de rencontrer du monde? Il y en aura de partout. Ils auront tous le même âge que toi. T'as répété toute l'année. T'as joué toute l'année. On s'en va avoir du fun. Tu sais, mais je comprends aussi, là, l'idée d'arriver tu t'arrives tout léger, tout à la bonne place dans la tête puis dans le cœur. Puis là, tu t'en vas puis wow, on tombe dans un jeu d'Acadie ou on tombe dans une compétition. Puis c'est comme le cerveau pogne pas tout, là. Mais faut apprendre aux jeunes que Star Academy existe aussi. Tu sais, ça se peut que tu te dises, pour l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a du monde qui ont voté, puis ont fait sortir une personne qui avait un talent fou. T'as pas de contrôle sur le public, t'as pas de contrôle sur l'arbitre, tu peux juste être en contrôle de ton propre jeu, puis être satisfait avec ce que tu fais. Moi, je dis tout le temps ça à mes joueurs, comme on va là, vous êtes bon tout de suite, vous êtes bon ici, vous êtes bon en pratique, on va aller là, puis peut-être vous allez être bon, puis les votes tombent pas de votre côté, ou les punitions tombent pas de votre côté, ou l'organisation sont juste contre les équipes hors Québec, ce qui a souvent arrivé. Regarde, c'est pas important. L'important pour moi, hein, c'est que après ça, on revient là, puis vous êtes capable de raconter, de vous souvenir des impros, des moments, des choses que vous avez joué dedans, même vu. Mais tant que vous êtes satisfait avec votre propre jeu, on n'a pas perdu. L'idée de perdre, c'est complètement en dehors de notre contrôle. Puis des fois, je donne du training dans le sens où si j'ai des joueurs qui sont plus qui savent pas trop à quoi s'attendre. Moi, j'ai vu assez de QI, par exemple, que j'aurais été, puis j'aurais incarné des joueurs. Vous faites venir quelqu'un incarner des joueurs typiques des autres sortes d'équipes. Les grands joueurs dramatiqueux, là, comme cela, qui jouent pour UQAM. Bon, ben, je vais jouer un joueur de même, que quand il rentre, l'impro est déjà in medias res, là, on est déjà commencé. T'as aucune idée de ce qui se passe, puis tu sais, là, je te curveball comme il faut. Je vais jouer ce joueur-là, mais je vais aussi incarner le joueur qui fait rien. Parce que là, on est contre une équipe qui est très débutante, qui savent pas qu'est-ce qu'ils font. C'est leur première impro à vie. Parce que ça aussi, ça se peut. Puis dans cette impro-là, va falloir que l'impro soit bonne. Va falloir que tout soit bon. Va falloir que tu sois généreux avec cette personne-là. Puis c'est complètement une autre approche. Fait que des fois, je vais incarner des joueurs autres. Comme je pense que ça serait un training spécifique à aller à un tournoi. Mais généralement, si on a tout fait notre travail pendant toute l'année, on est déjà prêt, là, on est déjà là. Mais je pense qu'il y a une question qui est vraiment importante de se poser, puis je pense qu'elle est surtout importante quand on est des adultes, soit d'expérience ou même juste à l'universitaire. Pourquoi on fait ça? Comme, qu'est-ce qui est notre but en termes d'équipe, en termes de joueurs individuels dans cette équipe? C'est quoi notre objectif à participer à ce tournoi-ci? Parce que, tu sais, quand dans un contexte adulte, on n'a pas d'entraîneur typiquement, on est juste des adultes qui se sont assemblés pour jouer au ZEB ou jouer dans une ligue ou, tu sais, quelque chose de très autonome comme contexte. Puis je pense que c'est important de se demander pourquoi on joue tout de suite. Est-ce qu'on veut essayer plein de styles intéressants puis on veut être super expérimental? Est-ce qu'on veut juste jouer pour le fun? Ou tu sais là, comme notre intention c'est d'aller là puis gagner, puis ça c'est notre motivateur interne, que ça c'est la façon qu'on fonctionne. Puis je pense que c'est important de parler de ça dans ce contexte-là entre coéquipiers, puis de se dire qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi l'intention de cette participation ici à cet événement-là. Parce que c'est vraiment facile de se retrouver dans une situation où tu réalises une fois que t'es là que il y a vraiment comme un débalancement à l'intérieur de l'équipe. Il y a peut-être des gens qui veulent faire des choses que d'autres gens ils étaient pas dans le headspace pour ça du tout. Puis je pense qu'avoir ce ballon-là, puis une philosophie cohérente, ou au moins être au courant de la philosophie des autres pour donner la place à tout le monde de faire ce qu'ils veulent faire, mais aussi de donner un spectacle qui
sont en ligne avec ces philosophies-là. Ben, c'est important pour le coach de savoir ça parce qu'à ces événements-là, il y aura quelqu'un qui est assigné coach. Parce que si le coach, s'il y a des gens qui veulent être compétitifs, puis ça c'est correct dans le sens où plus que tu te rends loin dans le classement, plus de matchs que tu vas jouer. Donc, disons que l'intention de gagner, en guillemets, c'est jouer le plus de matchs possible une fois qu'on arrive là. D'accord? Que ça, c'est valable. Si on se rend tout en finale, on perd la finale, ben, garde, si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à se reprocher, puis on a joué le plus de matchs qu'on pouvait jouer, gros tant mieux. Mais il y a des joueurs qui sont motivés par ça. Mais si j'ai un joueur aussi dans l'équipe qui est pas motivé par ça et qui dit, regarde moi, si quelqu'un me dit que c'est compétitif, qu'il faut la gagner celle-là, ou si je sens ça de mon équipe, moi je crash, moi je suis plus dedans, je vais fondre parce qu'il y a des gens que ça joue dans leur tête, puis ils ont besoin que ça soit libre puis n'importe quoi. Si je sais pas ça de chacun de mes joueurs, ben je vais faire l'erreur de dire un commentaire qui déplaît à un ou l'autre des joueurs, puis là je vais crasher un joueur sur le banc. T'sais, donc l'importance de se connaître en tant qu'équipe quand tu vas à un tournoi est super importante à la santé de cette équipe-là. Puis que les joueurs comprennent les attentes qu'on a envers eux aussi, là. Toute la question, moi, là, de substitut, puis est-ce que le substitut va jouer? Ben, moi, je vais pas faire des accroires à un substitut qui ne va pas jouer, à moins que quelqu'un se casse une jambe, là. Ça va être clair que c'est ça que c'est, parce que là, sans ça, j'ai un joueur dans l'équipe qui est mécontent, qui est tout en train d'attendre que ce soit son tour, puis ça sera jamais ton tour, là. Mais c'est un exemple de gestion d'équipe qu'il faut qu'un coach ou un capitaine, s'il n'y a pas de coach, s'occupe. Parce que une fois que tu arrives là-bas, c'est un pressure cooker. Une fois que t'es en tournoi, ces 3 jours-là va te sembler comme si tu étais parti pendant 2 semaines. Puis tout va être intense. Fait qu'une chicane va être intense. Fait que tu veux pas qu'il y ait ça. Toute l'idée de garder ces choses-là synchronisées puis en harmonie est super important. Il faut que quelqu'un fasse ça. Si tout le monde peut pas se mettre tout dans sa même longueur d'onde par eux autres mêmes. Tout ce qu'on discute, il y a un point commun, il y a un dénominateur commun à tout ce qu'on a dit par rapport au tournoi, c'est la maturité. À chaque improvisation, là, tous les joueurs sont égaux. Excusez, elle n'a pas joué l'impro, fait que viens pas me dire que tu as 2 ans d'expérience, tu l'as jamais joué. Oui. Il y a une maturité dramaturgique. Ah, tiens, le jeune, il joue de l'impro depuis qu'il est en 6e année, il arrive en secondaire 5, ou en 12e année, ou en 11e, je sais plus. Puis il est super mature. Il connaît sa place, il sait la donner. Des fois, il va même coacher, des fois, il va la laisser passer. Il va laisser rentrer une recrue, il va aller juger, peu importe. La maturité du coach qui explique la psychologie derrière l'importance de garder la langue intacte. L'improvisation, c'est une obligation en Acadie. L'oralité vient de nos anciens. Il faut parler. Tu sais, l'oralité, ça revient à la question de Joël tantôt. Les Micmacs, les Français, les pères anciens qui collectionnaient tous les contes qui se disaient comment les gens communiquaient entre eux autres, c'était par l'oralité. S'il y avait pas d'autre façon d'apprendre que l'oralité. Fait que c'est une question de maturité, puis c'est vrai qu'à un moment donné, Michel, tu dis, on va dans un tournoi, puis on perd. Tu sais, quand t'es coach, là, puis tu dis à tes joueurs, va la chercher. On devient fou, je veux dire, on devient le contraire de soi-même, tu sais, parce que l'improvisation, c'est beau, tout le monde est égaux, puis là, d'un coup, va chercher. Ouais, c'est ça. Tu sais, on joue aussi, et là aussi, ça touche la maturité ou l'immaturité de certains joueurs qui finissent par se fermer, puis tout ce qu'ils veulent, c'est d'écraser, d'aller chercher un point, puis de pas comprendre que le public peut ne pas aimer ce qu'il est, pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Quand il joue, il écrase, il intimide, il fait faire des chaises à du monde, il sert des filles comme une décoration, des petits, des gros, des moyens. Ça se peut que le public vote quand même pour lui. Tu sais, c'est une question de maturité. Quand le coach rassied un joueur puis il dit t'es allé chercher le point, mais tu vas bencher pour les 2 prochaines. Tu veux plus pouvoir jouer. T'as été rough. Personne ne sait. Je sais pas, Isabelle, si t'as déjà assis des joueurs parce qu'ils s'étaient pas comportés comme du monde, même s'ils avaient gagné le point du public. Tu as déjà fait ça? Ça me t'es douce comme coach. J'ai jamais trop eu beaucoup de gros cas problèmes dans mes équipes. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai vraiment eu besoin de faire beaucoup. C'est sûr que des fois, faut avoir des conversations un peu franches avec du monde, là, qui comme, par exemple, comme tu mentionnais, prennent trop de place ou ont des réflexes dans des contextes, comme moi, j'ai pas nécessairement entraîné ce genre de personnes ici, mais comme, il y a des situations, par exemple, j'ai déjà joué avec des joueurs que s'ils faisaient une mauvaise improvisation, leur réflexe personnel, c'était de rentrer dans toutes les improvisations jusqu'à temps qu'ils n'avaient fait une bonne. Mais tu sais, ça, c'est des genres de comportements qui est destructeur, hein, que tu peux avoir une conversation avec quelqu'un pour l'expliquer, mais heureusement, j'ai jamais eu de vrais gros cas problèmes, puis il a fallu vraiment que j'assise quelqu'un, malgré son talent, malgré ses capacités de faire
ton state of mind est en train de nous empêcher de jouer. Moi, Manon, comme tu disais des choses, c'est que je voyais des joueurs, là. Mais aussi, je pense pas que j'ai jamais eu besoin de faire ça à un tournoi comme tel, en tant que coach. Parce que ces conversations-là, ils ont toutes eu lieu avant. Ils ont toutes eu lieu à un moment donné. Moi, c'était dans la préparation que moi je faisais avec mon équipe de QI. C'était simple d'une façon parce que j'arbitrais cette ligue-là. Donc, en arbitrant, je pouvais faire des commentaires, donner des punitions qui étaient vraiment là. Dans le fond, c'est le coach de l'équipe étoile qui est en train de te dire ça, là. Parce que ton comportement ici, ça va être ton comportement là-bas. Donc, fait que je pense que j'ai beaucoup plus comme, je vois les joueurs, là, je sais exactement c'est qui ces joueurs-là. Mais aussi, je pense pas que j'ai jamais eu besoin puis si j'aurais eu besoin de le faire, ça aurait été vraiment glissé dans l'oreille. OK, là, tu joues trop, là. Là, la personne saurait, OK, il faut qu'il y ait une confiance entre le coach et le groupe pour que tu puisses faire quelque chose comme ça sans que ça soit, là, main dans le fond de culotte, là. Tu vois, ça, bouge plus. Non, c'est ça, là. On se comprend que si je te dis quelque chose, tu comprends pourquoi, d'où ça vient, puis que, encore une fois, que c'est pas personnel, puis soyons matures. Puis... De quoi qui est peut-être un problème semblable, mais comme le contraire d'une drôle de façon, c'est les joueurs qui disent qu'ils vont être bons une fois au tournoi, mais qui font ça. Sur place. Ça, c'est quelque chose que j'ai plus rencontré. Je suis pas capable. Parce qu'ils ont besoin de cette compétition-là, de ce contexte de tournoi-là pour vraiment aller chercher cette énergie-là qu'ils ont besoin, mais que sur place, ils sont pas en train de se pratiquer, ils sont pas en train de se préparer puis de mettre en pratique ces outils-là qu'ils ont, sûrement, dans leur boîte à outils, mais que sans la compétition puis la pression d'un événement, ils sont pas en train de mettre en pratique. Fait que l'excuse, c'est je serai bon dans 3 mois au tournoi, moi, là. Fait que faut que tu fasses confiance que je vais être bon dans ce moment-là, mais tout de suite, je donne une salle de classe puis il y a pas de public, puis il y a rien, puis ça, je pense que ça peut être une conversation parce qu'un joueur devrait être capable de jouer devant une personne puis quand même jouer, là, c'est sûr que c'est différent, mais c'est ça, les capacités devraient quand même être là, tu sais. Ouais, ben là, toi, tu parles vraiment comme un vrai coach. Parce que c'est vrai que t'as des jeunes qui sont des performeurs. Ben, ils sont pas capables de jouer, mais ils savent pas qu'ils sont pas bons. Ils savent pas, parce qu'ils savent que quand ils vont performer, bon, capote sur le cas, je veux dire, c'est des machines à bonheur. Ils envoient des étincelles puis partout. Mais un coach peut dire à un joueur, toi, t'es un performeur. Voici, tu sais, moi, ça me donne rien d'envie qu'un coach ou que quelqu'un vienne me dire ce que je fais de mal. Moi, je préfère que quelqu'un ait noté mes faiblesses, mais qui me nomme là où je vais bien. Fait que moi, je vais juste grandir avec ça, puis de manière, le coach va finir par effacer quelque chose. Je sais pas si vous savez, mais comprenez ce que je veux dire? Si je suis rien que dans la performance, ben, je suis super bonne dans la performance, mais je joue pas de mon instrument de musique, je ne joue pas, je répète pas, je pratique pas, je vais pas plus loin parce que tout ce que je veux, c'est de blower pendant un tournoi. Mais si je me fais dire, c'est parce que t'es super bonne, Manon, en performance. Voici comment est-ce que tu pourrais aller. Dans les chantés, il faudrait que tu y ailles encore plus. Hey, t'as jamais fait de mimé. Ah non, mais attends une minute, je te donne l'ouvrage, là. Tu vas me faire des mimés, tu vas faire ceci, je te passe à un autre coach, tu vas aller rencontrer ton professeur de saxophone. Juste pour l'alimenter en sachant qu'il est super à quelque part, mais qu'il y a l'ombre et la lumière. On peut pas attendre au tournoi. C'est ça. Mais c'est vrai que ça, c'est commun. Il y a des gens que, quand ils vont à un tournoi, il y a le bug du tournoi, c'est excitant parce que là, on dirait que ça compte pour quelque chose, ou le public est plus intéressant, ou dans une ligue, je suis tanné de jouer avec les mêmes 15-20 joueurs et je veux d'autres choses, puis ils mettent pas leur pleine énergie, en tout cas. Puis moi, je trouve ça super triste parce que c'est en train de mettre beaucoup de poids sur potentiellement 3 à 5 matchs à la fin de ton année d'improvisation. Si t'es pas capable d'enjoyer les pratiques, puis les matchs ponctuels que t'as, soit parce que tu joues dans une ligue également ou que tu joues régulièrement dans un contexte, si t'es pas capable d'enjoyer ça parce que c'est pas assez haut pression pour que tu performes pour vrai, moi je trouve ça triste. Ça veut dire que t'attends toute l'année pour potentiellement jouer 3-4 matchs, que ça va être ton temps à briller pour vrai. Ça, c'est le temps que tu joues pour vrai, là. On dirait que c'est perdre toute l'année. Je peux-tu vous poser une question par rapport au tournoi? Ah oui. Est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons qui forment les équipes? Avez-vous atteint la parité? C'est pas mal beaucoup plus balancé que c'était. Je dirais même qu'il y a quand même plusieurs personnes non-binaires aussi qui jouent dans nos tournois plus jeunesse. Les femmes sont d'autant plus maintenant à l'aise de jouer
leur jeu, c'est-à-dire de pas être relégué par le boys club à des rôles de jouer la blonde, jouer la femme qui nague, jouer la secrétaire, jouer l'infirmière, là, comme que certains temps dans l'impro au Nouveau-Brunswick, puis apparemment, ils ont un problème avec ça au Québec maintenant, dans certaines ligues, parce qu'il y a des choses qui ont sorti dans l'actualité aussi, où ce que les femmes d'une ligue se sont un peu comme révoltées par rapport au rôle qui leur était assigné, au fait qu'ils gagnaient jamais d'étoiles, etc. Donc, il y a du sexisme qui existe dans certains endroits, certaines ligues, dans l'impro. Au Nouveau-Brunswick, ça s'est pas mal dissipé. Maintenant, là, tu sais même plus quand un joueur rentre, que son genre personnel soit masculin, féminin ou autre, tu peux pas dire si son personnage est nécessairement de ce genre. Comme même des hommes qui rentrent faire des femmes, c'est pas des stéréotypes, c'est juste ils rentrent jouer des femmes. Mm-hmm. Puis c'est juste ça que c'est du vrai monde, tu sais. Pour amener ça au sujet, c'est quelque chose qui peut être choquant si tu vas ailleurs ou tu fais face à des équipes qui sont pas là dans leur approche. Et là, tout d'un coup, tu te fais comme attribuer des personnages que tu ne veux pas puis qui sont dépassés, tandis que peut-être qu'il y a une équipe qui est un petit peu plus woke, si on veut, qui ne fait pas ça, mais c'est une nouvelle différence, je pense, dans les approches. Voilà l'importance des tournois, tu sais, parce que enfin, tu sais, quand je vous ai dit que l'improvisation, ça a été une école pour moi, là, il est temps qu'on arrête de faire des filles efféminées puis nounounes, puis que quand on fait des gays, on repart encore avec du poignet, ça existe pas. Puis l'improvisation, c'est pas la place pour ça. Mais là, tu sais, ce que vous racontez là, c'est incroyablement génial. Parce que là, ça suffit, là, les conneries, là. Je veux dire, on devient des êtres point. Est-ce qu'on est en train de dire, donc, que les tournois, vu qu'il y a une pollinisation qui se fait entre les endroits, vraiment, quelque part responsable de l'évolution de l'impro dans son ensemble, pour pas qu'on est tout le temps en train de recommencer à zéro avec des attitudes, des approches, des outils qui sont... C'est pour ça que le monde joue plus aujourd'hui comme que nous autres, on jouait des années 80. Quand t'es exposé aux autres, peut-être. Je sais pas, mais moi, tu sais, je vois jouer de l'impro ici aux îles, mais j'ai pas la vision du Nouveau-Brunswick, mais moi, je trouve assez que c'est une question de maturité, c'est une question de se lancer vers quelque chose. À un moment donné, j'ai vécu ici un festival de contes en île avec des joueurs de l'international, des conteurs de l'international, et ils ont décidé de faire une soirée d'improvisation de même. C'est une école dans une école dans une école, là. Parce que là, tu as des joueurs vedettes, que j'appelle les joueurs matures, là, qui jouent depuis qu'ils sont au secondaire, là, qui ont rajouté de la musique, qui ont rajouté de la fantaisie, ils ont été chercher un musicien. C'est vaste et vague, l'improvisation. Mais d'avoir des internationaux aussi qui arrivent puis qui jouent avec du monde, des Acadiens, comptables, mais je veux dire, on a halluciné, là. Tu sais, c'est comme si chacun de nous autres, on est un répertoire en soi. Fait que quand t'en vois une qui part, puis elle est dans un hôpital psychiatrique, puis tout le long que l'impro joue, elle est dans un hôpital psychiatrique. On comprend dès le début, elle se mêle pas au jeu. Il arrive un jeu, puis elle se promène partout, mais c'est elle qui aurait dû avoir la première étoile, tu comprends? Parce que elle, dans son jeu, elle nous a tout amenés dans un hôpital psychiatrique, alors qu'ils étaient des membres drôles et super. Fait que tu sais, les tournois, c'est la force de tisser des liens, là, tu sais, de regarder combien d'entre nous, en tout cas, je sais pas, on a vu que quelqu'un pouvait incarner un personnage, qui pouvait compter, il pouvait chanter, il pouvait mimer. Tu sais, si on n'avait pas sorti d'un tournoi, on aurait resté dans du confort régional, là. Et si j'utilise une dernière question, celle-ci d'Isabelle Godin sur Facebook, elle demande quelle est l'importance pour les improvisateurs de participer au tournoi dans des rôles autres que joueurs et joueuses. On l'a tout fait, là. On a tout été arbitré à des cuits, par exemple, et on est encore, nous autres, très impliqués dans les tournois jeunesse, à tous les niveaux. Qu'est-ce qui est l'intérêt de faire ça? Pour moi, participer en tant qu'officiel, d'une part, des fois, le tournoi est à un niveau où tu n'as pas le droit de jouer. De toute façon, on n'est plus universitaire, on n'est plus scolaire, on ne peut pas jouer à ces choses-là. Mais je pense que quand on parle du tournoi, comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire comme un endroit de partage. Si ça marche bien, c'est parce qu'on est en train de partager nos façons de faire, nos approches, nos attitudes, nos philosophies, et à quelque part revenir avec t'es changé par l'événement parce que tu as partagé avec d'autres mondes qui étaient différents de toi. C'est vrai aussi des apprentissages. Donc, quand est-ce que tu es un officiel, probablement, c'est parce que, c'est sûr qu'il y a des officiels juniors, si on veut, mais c'est probablement parce que tu as plus d'expérience que d'autres. Comme ça, tu es capable d'arbitrer ou faire les autres jobs. Tu comprends déjà
le match, mais toi aussi, tu as quelque chose à apporter, tu as quelque chose à amener. Tu vas l'amener dans les leçons que tu amènes, tu vas donnant l'exemple dans le poste que toi tu joues. Si le monde dise « Wow, ce maître de cérémonie-là, par exemple. Maître de cérémonie est incroyable. J'aimerais ça qu'on ait quelque chose comme ça chez nous. » Donc, tu es en train de voler une approche, mais de quelqu'un qui est pas joueur, qui a décidé qui a amené son cachet dans whatever role. Donc, pour l'arbitre, c'est plus visible parce qu'il est dans le milieu de la place, puis visible, invisible, si j'utilise ton terme, mais l'arbitre a un gros impact sur un match, sur la façon de faire, dans les leçons qu'il apporte, dans les sortes de thèmes qu'il amène. Donc, je pense que pour l'officiel, l'attrait d'aller à un tournoi comme ça, c'est de partager ton expérience, de dire, regarde, moi, ça fait un bout, je fais ça, et voici comment je le fais. Je suis en train de contribuer au phénomène de l'impro autant qu'un joueur. Mais il y a aussi ce qui est ingrat avec l'improvisation, là, c'est ce qu'on disait tantôt. On peut pas juste être bon pendant le tournoi. Fait que c'est sûr que comme joueur, la question est posée, qu'est-ce que je peux faire autre que jouer? Mais c'est de t'impliquer avant. Bien en aval du tournoi. As-tu du temps? Puis, tu sais, des fois, là, c'est de répéter avec des jeunes de 6e année. C'est d'aller travailler le tissu, d'aller ouvrir le cœur aux possibilités, donner des ateliers, même si on sait pas trop, on peut quand même s'impliquer parce que il va y arriver un 3 jours de tournoi, mais pendant ce temps-là, avec les jeunes, là, ça carbure. Donnez-leur 2 possibilités, ils vont te revenir avec une pensée arborescente, là, puis ils vont dire « Hey, madame, il y a ça qu'on peut faire. » Je veux dire, laisser la place à l'invention. Il y a ici aux îles, j'ai fait un compte, puis j'ai amené des jeunes polyvalentes à participer. J'aurais dû avoir la participation totale d'une 30aine de jeunes. Mais moi, j'arrivais avec une attitude de dire on réinvente le monde, on peut mourir demain, il n'y a pas de problème. J'ai eu la participation de tous les étudiants de polyvalentes. On a fini par faire un spectacle avec une orgue à feu, puis chauffait des tuyaux, puis ça faisait un son d'une baleine. Puis là, en tout cas, le conte se déroulait. Mais les jeunes, là, tu sais, je leur avais donné 2 pouces, puis eux autres, ils ont pris 6 pieds. Le ministère de l'Éducation me disait, mais t'aurais dû avoir 35 personnes. Je sais, mais là, il faut gérer 200. Là, moi, ça va. Capable. Parce que eux autres, l'improvisation, c'est ça aussi, c'est d'aller chercher, comme tu dis, l'arbitrage, mais la musique, mais l'ambiance. Je te jure, là, il y a plein de flashs, là, mais tu sais, ça mène partout, c'est formateur, ça mène partout dans la vie. Tu peux être animateur sur les plateaux de tournage à Moncton pour faire applaudir le monde avant de réchauffer la salle. Tu peux te retrouver une job à la radio comme bénévole ou comme... Fait que tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'improvisation? Juste de mettre le pied dans l'organisation. Quel beau souvenir. Et ça, à quelque part, c'est aussi une bonne raison de participer à un tournoi, mais que tu organises toi-même. Il y a tellement d'apprentissage à faire, juste comme d'impliquer ta communauté dans ton propre événement. Puis pour peut-être comme appuyer ce que Mike disait aussi tantôt, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec solidifier des apprentissages parce que là, tu les reconnais dans ton propre cerveau. C'est quand tu regardes des improvisations jouées, tu fais « Ah, ça c'était rude parce que lui a fait ça, puis l'autre personne, ça a causé cet impact-là. » Fait que là, ça crée cette situation ici. Puis l'exercice de refaire ça over and over quand ce qui est arrivé, ça fait en sorte que là, ça devient beaucoup plus dans ta propre tête. Puis là, quand toi, tu joues aussi plus tard, il y a cet impact-là dans ton propre jeu. Tu vas pour faire de quoi, puis tu dis « Oh, mais non, si je fais ça, ça va causer ça, qui va causer ceci, qui est problématique pour le spectacle. Fait que je vais pas faire ça. » Puis je pense que comme s'impliquer, puis vous regardez beaucoup d'improvisation, même si c'est des niveaux plus bas que toi, je pense que c'est l'idéal pour reconnaître ah oui, ça, c'est du bon jeu, ça, c'est du moins bon jeu, ça, c'est une erreur, ça, c'est un excellent coup. Ça fait en sorte que tu es toujours en train de réfléchir à l'improvisation, même si t'es pas en jeu. Je pense que ça, c'est un bel impact sur le monde qui joue aussi en plus d'être officiel. Et c'est l'autre chose que j'aurais peut-être bien dit à propos de la préparation de ton équipe. Quand tu vas à un tournoi, organise-toi qui voit le plus de matchs possible. Bon, je sais que les horaires sont pas toujours les meilleurs pour ces choses-là, mais moi, j'imposais toujours à mes joueurs. Puis, je l'ai appris de la façon la plus dure, là, quand la première fois que j'étais à NQI, avec Edmundston, avec Saint-Louis-Maillet. Ah, on n'a pas de match samedi après-midi, allons se promener en ville, on est à Montréal, yeah! Quand on est revenu, notre coach était en beau maudit, qu'on avait manqué tous ces matchs-là.
Parce que c'est juste en regardant qu'on va apprendre, pas juste à propos de nos adversaires, mais juste les façons de faire. On va juste imprègne-toi d'impro. Comment souvent que tu vas venir à un tournoi de ce calibre? Pourquoi vous avez gaspillé votre après-midi à niaiser dans les rues puis dans des centres d'achat? Là, je sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Je sais même pas qu'est-ce qu'on a fait. C'est ça le pire. Je peux même pas te dire qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi-là. J'ai pris ça pour du cash. Et toutes les fois que moi j'ai amené des équipes, on reste jusqu'à la dernière minute. Là, OK, là, faut absolument être dans nos loges. On va aller dans nos loges maintenant. Mais on regarde des matchs jusqu'à ce que. Je pense que ça, c'est un must. Si, puis encore une fois, je ramène ça à, je pense que c'est un peu ça qu'on a comme décidé, nous trois, dans la conversation. Si pour avoir ce partage-là de connaissances, qui est un tournoi, ben, faut que tu sois là pour apprendre de quoi, là. Tu peux pas être en train de traîner ailleurs dans les rues. Alors, là-dessus, je vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et Improvisation NB sur Facebook. Cette production a bénéficié de l'appui financier du gouvernement du Canada. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, d'Apple Podcasts, de Spotify ou de YouTube. Encore une fois, merci à Manon Lasselle pour s'être prêtée à l'exercice. Merci tellement. Et merci Isabelle. Merci Michel. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. C'est important de participer à des tournois ou?